sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 dans votre émission quotidienne du Grand Forum, le LGF, 16h-18h du lundi au vendredi en ce 5 janvier. Soyez les bienvenus messieurs, dames. Avec autour de cette table, Amine Sa, élu à la Courneuve, vice-présidente des élus de France. Bonjour Amine. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs. Meilleurs vœux à toi. Meilleurs vœux à tout le monde et à toi aussi. Smaïn Tefour, journaliste avec nous. Comment ça va mon Smaïn ? Très très bien Christophe, meilleurs vœux meilleurs vœux à nos auditeurs aussi. Beaucoup de paix on va dire, hein. On en a besoin en ce moment. Oui, il a été faire un petit tour du côté d'Oran pour les fêtes de fin d'année. Allez, ça c'est fait. Sofiane Garbaoui est avec nous. Si, Sofiane est à Oran. Comment ça va mon Sofiane ? Ça va. Bah, il était à Oran. Oui, j'étais à Oran. Il y a une confusion, comme je suis d'Oran, j'ai cru que tu parlais de moi. Je parlais pas de toi. Sofiane, journaliste, comment ça va mon Sofiane, directeur d'agence de presse allemande ? Oui, bah écoute, c'est bien, un peu fatigué parce que j'ai pris que 2 jours pour y aller et revenir. Mais c'était bien. Ça faisait 4 ans que je n'étais pas parti, donc c'est bien. En tout cas, bonne année, meilleurs vœux à tous nos auditeurs, auditrices, d'ici d'ailleurs. Merci mon Sofiane. Messieurs, nous accueillons Karima Katim qui est avec nous. C'est sa première aujourd'hui. Bonjour Karima. Bonjour Karima. Comment ça va Karima ? Et à toutes, aux auditeurs et aux auditrices, et excellente année à eux. Alors, comme le veut la tradition dans cette émission, comme c'est ta première, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? On veut tout savoir, la France veut savoir. Où on va, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis Karima Katim, conseillère municipale de l'opposition au Blanc-Ménil, conseillère territoriale paritaire d'Envol. Voilà, je suis une militante de terrain. Je connais très bien Amine Sa, voilà, ici présent. Et je suis ravie de faire cette émission avec vous aujourd'hui. Eh bien, sois la bienvenue, Karima. Bienvenue. Alors, voici le programme de cette émission. Que va-t-il se passer ? Coup de gueule et coup de cœur en fin d'émission. Chacun d'entre vous aura 1 minute pour nous livrer son coup de gueule ou son coup de cœur. C'est bon, vous avez réfléchi ou pas encore ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Sofiane, Amine, Smaïn, c'est bon ? Très bien. C'est facile, mon coup de gueule, c'est contre vous tous ici. Très bien, merci Amine. Karima qui fera sa première tout à l'heure, son coup de gueule ou son coup de cœur, on verra d'ailleurs. Je l'ai noté. Très bien. Le quiz, Anne Paloupé, bien entendu. Le zapping avec Emmanuel Macron qui nous parle d'inflation. Notamment, nous parlerons dans cette émission tout à l'heure autour de la polémique. Alors, c'est pas la polémique en tant que telle de Omar Sy qui nous intéresse aujourd'hui. On va essayer de réfléchir ensemble et se poser la question pourquoi nous sommes plus sensibles à tel ou tel conflit. C'est un petit peu ce qu'il en ressort de cette polémique stérile, mais ça permet en même temps d'ouvrir ce débat. Les tirailleurs sénégalais qui vont pouvoir et qui ont obtenu gain de cause, il en reste 39 a priori, des Sénégalais qui vont pouvoir retourner définitivement dans leur pays tout en percevant leur pension. Ça a été dur, ça a été un combat très long et enfin ils l'ont obtenu. Il a fallu peut-être la sortie de ce film. D'ailleurs, ça me rappelle Indigène où à l'époque on avait un petit peu avancé sur les droits. Il faut des films pour que ça marche. Tirailleurs, c'est sorti dans les salles depuis hier avec Omar Sy. Je sais pas si vous l'avez vu, personne l'a vu encore ? Non, mais pas encore. Bon, très bien. Ça fera peut-être l'objet d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur, tirailleur, peut-être. Pour le coup, les deux. Bah oui, parce qu'il faut se méfier. Moi, je me méfie beaucoup des films médiatiques en fait. Voilà. Nous parlerons aussi dans un instant de l'Iran qui menace la France après les caricatures du guide suprême iranien dans Charlie Hebdo. Et la première réplique, elle est venue ce matin. On a annoncé la fermeture d'un centre d'études français qui est très important en Iran. Il a été fermé aujourd'hui. Et le ministre des Affaires étrangères iranien a indiqué dans un tweet « Nous ne laisserons pas cela sans réponse ». Jusqu'où ça peut aller, évidemment. Nous y reviendrons dans un instant. C'est parti pour le LGF qui va démarrer dans un instant avec les clins d'œil du jour. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi. De 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre ensemble. Alors on commence en douceur cette émission avec des petites questions pour, en guise de clin d'œil évidemment sur ce qui s'est passé un 5 janvier. Je cherche un roi qui est né en 1938. Il a été roi notamment de son pays. De préférence quand même. Ouais. Comment ? De préférence son pays quand même. De 75 à 2014. De quel roi s'agit-il selon vous ? Le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, effectivement, il est né en 1938, donc bon anniversaire à lui. Qu'est-ce qui a été supprimé en 2009 sur le service public sur France Télévisions, messieurs ? La publicité. La publicité, bravo Smaïn. Et puis, quel joueur est admis à l'hôpital en 2002 ? Il a été victime d'une consommation excessive de cocaïne. Maradona, Diego Maradona, effectivement. Tiens, alors celle-là, si vous me la trouvez,
c'est la création d'une radio du service public en 1971. C'est une radio à vocation musicale. FIP. FIP, bonne réponse. Tu l'as enlevé de la bouche. Ouais, non, je t'en remets. Tiens, y a pas de problème. Exactement. Et enfin, qu'est-ce qui est inauguré à Paris en 1875? L'Opéra Garnier. Oh là là, mais ils sont bons. puissants. Et c'est incroyable. Autant de rapidité, de connaissances, ça me surprend. Ça fuse. Ça fuse. Bravo. Tiens, j'en profite puisque j'ai une petite minute là pour conseiller à nos auditrices, nos auditeurs. Vous savez qu'en ce moment, le réseau social en vogue, c'est TikTok. Et notre ami Amine Saha fait des performances vraiment que je salue, Amine, sur TikTok. On tape quoi pour te suivre? Mon nom et mon prénom. Amine Saha. Très bien. Et vraiment, c'est très sympa. J'essaye d'être. C'est de l'info. Le réseau social TikTok, c'est un réseau au départ qui était quand même très ouvert aux jeunes générations, on va dire. Et très vite. Non, mais quand je dis jeune génération, c'est vraiment pré-ado, quoi. Et très vite, c'est un réseau social qui s'est très démocratisé. Aujourd'hui, bientôt 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Quand même. Et donc, même les politiques s'en saisissent, les médias, etc. Et c'est devenu une plateforme incontournable aujourd'hui pour communiquer, pour délivrer des messages, pour faire du divertissement aussi. Et donc j'essaye de donner un contenu un peu à la fois divertissant mais aussi instructif. Il faut rappeler, Christophe, Oui, c'est un média chinois. Hein. À la base. Voilà. à la base. Voilà. Donc comparé au GAFA. Sachant que la partie américaine appartient aux Américains. Et par ailleurs, les TikTok. les contenus TikTok en Chine ne sont pas les mêmes. Hein. Et le TikTok a été, le TikTok a été obligé de céder sa branche américaine à Microsoft. D'accord. Oui, c'était Merci le pour la du temps de précision. Trump. Non, même maintenant, ça n'a pas changé. C'est pour saluer donc la performance de Amine Saha sur TikTok. J'aime beaucoup. Et surtout que c'est un média qui est très infiltré par les services spéciaux des pays respectifs. Et puis il y a un autre garçon Donc faites aussi. très attention à ce que vous dites. Comme tous les Moi, médias. j'assume tout. Non, il y a certains, Sofiane, il y a comme certains, tous les non, médias. non, il y a certains qui, non, ça c'est pas un média, c'est plutôt c'est une plateforme. Oui, mais c'est un moyen de communication. C'est un moyen de communication. C'est Voilà. un moyen de communication. Moi, je suis assez constant, c'est-à-dire ce que je vous dis Ouais, ici donc à fais la attention à radio, ce que tu dis. ce que je dis sur les plateformes, c'est toujours du Et même. d'ailleurs, je veux du même saluer acabit, parce qu'il n'y a donc, pas que toi, il y a Ismaël Boudjekada Ismaël aussi, aussi, qui est très présent sur puissant, TikTok. très puissant. Il y a notre avocate Maître Maghrebi aussi, qui est très puissante Exactement. aussi. Et moi, je vais bientôt ouvrir ma boutique. Ah ben, Et voici il y a Maître, Hicham alors. également qui est sur Hicham TikTok. Terra, qui a aussi Jimmy Dalido, le Doberman s'appelle. Ouais, mais toi, t'es voilà. dessus, Très bon Chris. Comment? T'es dessus, toi aussi. Ah non, moi je suis dessus, mais j'ai rien. Moi je juste regarde ce qui Il se passe. espionne ses Il chroniqueurs. espionne. C'est Insta, lui. Voilà, c'est ça. Mais Et je le vais grand ouvrir une forum sur boutique TikTok, hein, pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo. Hein. Nadège, je sais pas ce qu'elle fait là. Ouais. Chômage technique. Hein. Il y a 3. Ouais, trois vidéos, le d'accord. travail de Et puis il y a Karima aussi qui arrive sur Oui. TikTok. Karima. Moi, j'arrive tout juste, oui. Ah oui? J'ai posté Qu'est-ce que tu quelques fais? vidéos. Qu'est-ce que tu fais? Bah, de la politique. Ah, pour pas changer. vidéos de Karima Katim, c'est ça? Faut taper sur TikTok? Oui, c'est ça. Bon, Il faut pas taper. Hâte la violence faite aux femmes. Quand même. Ouais, ça va. Bon, Pantine, Pantin, c'est bon. Hein, Oh, d'accord. ça Mmh. va. Ouais. D'ailleurs, Pantine, ouais. Blanc-Ménil, ça donnerait quoi au féminin? C'est déjà féminin. Blanche Ménil. Blanche-Ménil? Bah oui. T'habites Bah où? oui, on peut pas faire Ménil autrement, étant quoi. un nom de lieu Toi, invariable. t'habites Invariable. Nanterre, ça ferait quoi? Nantérienne? Ah non, tu peux pas parce que Nantès. Nanterras parce que c'est Nanterras. Ouais. Ah, mais comment on appelle les habitants, Macon, les habitantes de Macon. Nanterre du coup? Des Nantériennes. Des Nantériennes. Oui, Ouais. non déplaise à votre seigneurie. Le Seigneur. Seigneurie, n'importe quoi. Bon, dans un instant, on va parler d'Iran et des caricatures donc dans Charlie Hebdo. Alors, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu un concours lancé par le magazine satirique et ils ont effectivement, à l'occasion de l'anniversaire, du triste anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo au mois de janvier 2015, ils ont publié effectivement ces caricatures donc concernant le guide suprême iranien, ce qui a été très mal pris à Téhéran. Et du coup, le ministre des Affaires étrangères a fait un petit tweet en disant: nous ne laisserons pas cela sans réponse. Et il y aura forcément une réponse et ça n'a pas tardé puisque déjà on a déjà fermé l'un des grands centres d'études français. C'est ce qu'on a appris ce matin. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on peut parler de menaces de l'Iran vis-à-vis de la France, alors que cela concerne évidemment un magazine satirique? Est-ce qu'il faut le lier à un gouvernement? On en reparle dans un instant évidemment sur France Maghreb 2 avec vous, aux auditeurs, auditrices, au 01 40 33 9000. Un petit peu le numéro du bonheur pour nous joindre ici sur France Maghreb 2. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui Karima Katim qui est avec nous, avec Smaïn Tefour, avec Sofiane Gerbaoui, Amine Saha qui sont avec nous
sur France Maghreb 2. Et vous, chers amis auditeurs et auditrices, au 01 40 33 9000 pour intervenir. Et on va parler de l'Iran qui menace quelque peu la France après donc la parution de caricatures du guide suprême iranien dans le magazine satirique Charlie Hebdo. Et cela ne restera pas sans réponse, a tweeté le ministre des Affaires étrangères iranien. Et ça a déjà commencé avec une petite réplique avec la fermeture ce matin du centre d'études français. C'est un grand centre d'études français basé en Iran qui a donc fermé ce matin. Sur cette polémique et sur ces menaces de l'Iran, est-ce que ça peut aller jusqu'à la brouille diplomatique, mon Amine ? La brouille diplomatique, franchement... on y est déjà en réalité. On est déjà dans la brouille diplomatique depuis 79. Depuis quelques années. Non, même si parfois il y a des petits pics comme ça on va dire d'hémorroïdes qui se. Ouais, mais calme-toi avec tes hémorroïdes, toi. Le truc c'est que moi je vois pas jusqu'où ça peut aller en réalité. Enfin, on sait pertinemment que ça n'ira pas plus loin. Et ça relance le débat sur la liberté d'expression, Amine. Où ça, ici ou en Iran Non, ça relance le débat juste sur Charlie Hebdo. Oui, Charlie Hebdo. Non, et puis on n'est pas exactement dans le même contexte quand même. Il faut pas. Vous êtes toujours pas Charlie, vous ? Moi, j'ai jamais été Charlie. Non, moi, j'ai jamais été Charlie. Je ne suis pas. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Il n'y a pas d'intérêt d'être Charlie ou pas être Charlie. Je vois pas ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce que c'est qu'être Charlie ? À l'époque, d'être Charlie, c'est de condamner ce qui s'était passé. C'est de condamner le fait que des gens commettent des attentats aussi horribles. On n'a pas besoin d'être Charlie pour ça. Absolument, je suis d'accord. Il suffit d'être tout simplement humain. Après, moi, je pourrais être Charlie. Mais c'est moi qui ai la parole là. Oui, c'est Amine. C'est incroyable ça. Je disais quoi tout à l'heure sur la censure ? Voilà, ça commence là. On est d'accord ou pas ? Je te fais mes plus. Je te cède la parole, mais je vais te couper la parole. Plates excuses. Je te présente mes plus plates falafel d'excuses. Pour juste. Il te présente tes excuses, mais il reprend la parole. Il me l'a donné. Il est sympathique, c'est un gentleman. Donc alors sur l'Iran, sur les caricatures, sur les caricatures, d'abord. On parle plus du Charlie Hebdo que de la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression en France, personne ne la remet en cause, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant que les Iraniens se trouvent officiers, il faut savoir que la place du guide suprême n'est pas une place politique, c'est une place spirituelle. Voilà. Donc c'est comme si... Mais ça te choque, toi, les caricatures, Sofiane ? Non, parce que je les regarde pas. Donc je peux pas te choquer par quelque chose que je connais pas. Ouais. Alors pourquoi on accorde beaucoup trop d'importance peut-être à cela ? Parce que c'est très bien, parce que c'est l'Iran. Tu vois, on aurait fait un truc sur Vishnu, Brahma ou n'importe, personne aurait moins parlé. Ça serait passé inaperçu. C'est clair. Maintenant, l'islam, c'est très bien de taper sur les musulmans, quel qu'elle soit leur défouloir, Sofiane. Maintenant, est-ce que le guide suprême, c'est un être humain ? Après tout, on peut le caricaturer, pourquoi pas. Juste savoir pourquoi on le fait à tel moment, etc. Parce que les journaux d'opinion ont quand même une stratégie, ils ont un but et ils ont des moments. Ce qui pose question aujourd'hui, c'est pourquoi des caricatures peuvent-elles prendre de telles proportions, Karima ? Ça m'interroge, moi. On a bien vu ce qui s'était passé avec Charlie Hebdo. Je pense que c'est encore un coup de buzz. C'est une manière aussi de terroriser. Donc les gens se posent la question, se disent, on est menacé par l'Iran, qu'est-ce qui va se passer ? On va subir encore des attentats, ce genre de choses. Après, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi... Moi, j'ai envie de poser la question à Charlie Hebdo, pourquoi à un moment donné, on est tout le temps là, faiseur de leçons, la France. Faut pas oublier qu'il y a Charlie Hebdo n'est pas la France. Hein. Oui, mais quand même, c'est quand même un journal français, donc c'est emblématique. Donc on donne des leçons au monde. On est tout le temps là, France des Lumières, mais avant d'être à la lumière, on était complètement dans le blackout total. Faut pas oublier qu'il y a à peine 70 ans, on n'avait pas le droit de voter, nous les femmes. Et on n'avait pas le droit d'avoir de compte en banque. Et puis là, on donne des leçons, on caricature. On sait très bien que dans des pays où l'islam régit la société, ça va être très très mal pris. Et je pense qu'on a envie de... pour moi, c'est pas aider les Iraniennes. C'est de la provoque et je pense pas que ce soit productif. Au contraire, c'est contre-productif. Alors, il s'en explique en disant, effectivement, ces caricatures, ça vise à répondre à ce qui se passe et à soutenir aussi cette contestation en cours en Iran, Smaïn, avec, on s'en souvient, donc, le meurtre, on peut le dire, de cette jeune étudiante qui est morte, donc, après avoir subi des violences. Lors de sa détention provisoire. Pour avoir mal mis son voile. Voilà. Bon, après, les Iraniens ont leur version des faits, donc après,
après, ils ont exhibé ce qu'on appelle donc des certificats médicaux, comme quoi donc la victime. Bon, maintenant, on n'est pas sûr de nos informations, mais ceci dit, la version des Iraniens, donc avancée, affirme donc d'une mort quasiment naturelle due à donc crise cardiaque. Une cause cardiaque dont souffrait justement. Il y a beaucoup de crises cardiaques dans les commissariats. Pardon ? Il y a beaucoup de crises cardiaques, que ce soit en France ou ailleurs. Hein. Oh oui, tout à fait, oui, on a beaucoup, ouais, c'est clair. Bon, s'agissant de l'Iran, c'est normal, c'est un pays qui suscite... Ils sont tous cardiaques là-bas. Oui, mais pardon. Oui. D'accord. Donc, s'agissant de l'Iran, c'est un pays quand même... Non, parce que j'étais coupé... j'étais coupé à tous les coups, donc je ne pouvais pas allonger 2 mots de suite. C'est Sofiane qui... Donc, je ne lui reproche pas sa façon enthousiaste, mais... Voilà, je ne me plains pas, Non, parce que quand on vous coupe l'idée, vous avez du mal à reprendre le fil de la discussion. C'est ça qui fait que après on se perd un peu dans nos idées, on n'arrive pas à exprimer pleinement... Voilà, tout à fait. Pour revenir, Christophe, à ta question, s'agissant de l'Iran, l'Iran c'est un pays quand même qui suscite un peu de la crainte, on va dire, et surtout ici en Occident, on prétend que ce pays est dangereux. Et on a parlé de menaces tout à l'heure. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme menace. Pourquoi ? Parce que les Iraniens, aujourd'hui, ils ont atteint une maturité politique, et surtout de par leur expérience. Ils ont dépassé tout ça avec les fatwas, donc condamnant un Salman Rushdie qui était donc au bord de la dépression, qui était carrément un écrivain de seconde zone, qui était pas loin du suicide. Certains... je signale ça à nos auditeurs, et que du jour au lendemain se voit bombarder donc un best-seller. Donc aujourd'hui, les Iraniens, je pense qu'ils ont compris cette position. Pour revenir donc aux menaces proférées à l'endroit de la France, je ne pense pas que ça va aller au-delà du cadre diplomatique. Ils l'ont montré d'ailleurs ce matin. On a vu maintenant les Iraniens aussi, quand il s'agit de répondre en matière, par exemple, de la loi de Taliban, on l'a vu, Ain al-Assad, en Irak, quand ils ont bombardé à la suite de l'assassinat de Qasem Soleimani, le général iranien. Oui. Bon, maintenant, on n'en est pas là, on n'est pas dans ce cadre, si vous voulez, comment des caricatures publiées dans un magazine tel que Charlie Hebdo, peuvent prendre des dimensions politiques. C'est ça qui m'interroge, moi. En fait, moi, ce que je peux dire là-dessus, si je peux reprendre la parole, c'est que au-delà de l'Iran, ce qui est visé derrière, c'est les musulmans en réalité. C'est parce que c'est un pays à majorité musulmane. Et une fois encore, un certain nombre de médias, et il y a une liberté d'expression en France, elle est ce qu'elle est, et moi je pense que ce que tu disais, l'Iran a atteint un niveau de maturité politique et diplomatique qui fait que ça n'ira pas au-delà de ce que l'on est en train d'observer. D'ailleurs, ce ne sont pas ce qui est reproché aujourd'hui à la France, ce ne sont pas des positions officielles tenues soit par un quelconque officiel, mais ce sont les caricatures d'un journal, et il se trouve que la liberté d'expression existe, la liberté des médias existe en France, et que l'Iran n'y peut rien. Maintenant, ce qui est visé derrière tout ça, ce ne sont pas les Iraniens, ce n'est pas le pouvoir iranien, c'est tout simplement les musulmans. Lorsque l'on attaque le Qatar pendant plusieurs mois sur l'organisation de la Coupe du Monde, derrière, c'est les musulmans qui sont visés. Quand on attaque la dernière polémique en date, Omar Sy avec les tirailleurs sénégalais, ce qui est visé derrière, c'est encore une fois l'immigration, les musulmans, etc. etc. Il persiste dans ce pays aujourd'hui un climat islamophobe exacerbé, amplifié. Il existe. Il existe. Ce climat islamophobe existe, alimenté par un certain nombre de médias dont c'est la doctrine, dont c'est l'idéologie, dont d'ailleurs les propriétaires de ces médias ne se cachent pas de revendiquer cette idéologie-là. D'un certain CNews et d'autres. Charlie Hebdo en fait partie aujourd'hui, clairement. Malheureusement, ça fait partie. De la vie démocratique d'un État occidental tel qu'on le connaît aujourd'hui. Peut-être que dans une génération ou deux, les musulmans seront laissés tranquilles au détriment d'une autre communauté. C'est pas le cas pour l'instant. Sur un point, si tu permets, je suis pas d'accord. En parlant de liberté d'expression, quand on parle pleinement de liberté d'expression, il faut pas qu'elle soit sélective. Elle est à géométrie variable, ça on est d'accord là-dessus. Il faut pas qu'elle soit sélective. Imaginons un seul instant. Riss, le dessinateur et directeur de Charlie Hebdo, dessinait par exemple le prince héritier de l'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Il n'oserait pas le faire.
Je vais vous dire pourquoi. C'est pour une raison d'État. Il ne le fera pas. Parce que la France a besoin de ce pays, ne serait-ce que par rapport aux ressources énergétiques. Ils ne permettront jamais de faire un dessin pareil. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Iran, c'est le paria de tous les États, surtout ici en Occident. Donc on peut se permettre, on se défoule sur ce pays. Moi, personnellement, je suis contre toute dictature, qu'elle soit théocratique, communiste ou tout ce que vous voulez. Mais toujours est-il, quand il y a un pays qui essaie de s'en sortir, comme l'Iran par exemple, ils sont en train de faire quand même quelques réformes. Il faut le reconnaître. Ils sont en train de faire qu'ils le fassent ou non, j'ai envie de dire, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Ici, dans ce pays, il y a quelques mois, en janvier dernier, il y a 1 an tout juste, on a laissé mourir 27 personnes dans la Manche. On n'a pas envoyé les secours. Ce sont les secours maritimes français. Ah non, et on va donner des leçons à d'autres. Anglais. Non. C'était dans les eaux internationales. Laisse-moi terminer. Les secours maritimes français ont été contactés par la flotte qui était en train de couler, par des migrants qui étaient dans l'eau et qui demandaient le secours. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur répond? Eh ben, on ne viendra pas vous sauver parce qu'on ne sait pas où vous êtes. Exact. Donc, je suis désolé. À un moment donné, on n'a pas de leçon à donner quand on laisse mourir 27 personnes, dont des enfants, dans la flotte. Oui, Karima, donneur de leçons. La France, toujours et encore. Ouais, toujours donneur de leçons. Et surtout, Charlie Hebdo, leur marque de fabrique. Et oui, effectivement, l'islam est toujours visé. Et ils ont compris une chose, c'est que l'islam est pleine de pudeur. Et c'est vrai, c'est une religion très, très, très pudique. Où la pudeur est un point essentiel à cette religion, et de toujours vulgariser certaines images en atteignant que ce soit le prophète ou en atteignant l'ayatollah, de les mettre dénudés, d'insulter l'islam, d'insulter la religion. En l'occurrence en Iran, forcément c'est des lois régies par les lois islamiques, donc on est tout le temps dans le réactionnaire. Comment vont-ils réagir? Ils savent très bien que ça peut dégénérer, et de jouer avec le feu, ça va amener quoi? Moi, j'appelle pas ça aider les femmes iraniennes. Moi, j'appelle ça faire le buzz, provoquer un pays. Je sais pas quel est leur but, mais en tout cas, c'est sûrement pas aider les femmes iraniennes. C'est faire le buzz, et ça marche, visiblement. Voilà. Sofiane? Oui, ça marche, la preuve qu'on en parle. Bah oui. Alors que c'est un non. Non, mais on parle pas des caricatures en tant que telles, on parle surtout de la réaction. Oui. La réaction, non, mais la réaction des Iraniens, ils réagissent pas que par rapport à la France, ils réagissent par rapport à un contexte géostratégique qui aujourd'hui les implique. Dans la guerre en Ukraine, par exemple, où on est en train de parler des drones de fabrication iranienne donnés aux Russes pour le truc. Et d'ailleurs, j'ai entendu même un commentateur dire maintenant l'Iran peut donner des missiles balistiques, l'Iran donne des missiles balistiques à la Russie, qui est quand même un des grands producteurs de missiles balistiques. Bon, on se marche un peu sur la tête. Mais bon, donc voilà. Donc on essaie d'impliquer l'Iran dans la guerre entre l'Occident et la Russie, puisque il faut appeler un chat un chat, et on essaie de l'impliquer. Donc comme ça ne marche pas trop pour l'instant, parce que les gens s'en foutent un peu, parce que la guerre en Ukraine, aussi dramatique soit-elle, parce qu'il n'y a pas de guerre, parce que moi quand j'entends, ils ont tué des gens, une guerre où il n'y a pas de mort, ça s'appelle une fête foraine. D'accord, voilà. Oui, ça s'appelle la paix. Oui. Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Que les Russes aient tort ou raison, ou que les Ukrainiens défendent leur pays, donc c'est leur droit. Les Russes, par contre, sont en train ils ont d'autres objectifs. Voilà. L'histoire, elle est connue, donc on va pas la répéter. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on essaie d'impliquer des pays tiers qui n'ont pas raison d'être dans ce conflit. Et les caricatures, les attaques contre l'Iran, etc., en font partie. Et on peut aussi parler de leur hypocrisie aux Français, parce qu'on est vraiment un pays d'hypocrites. Parce que lorsqu'il s'agit d'accueillir des Iraniens, des Irakiens, des Yéménites ou d'autres Afghans, des Afghans, donc des étrangers, négros, exactement, des Arabes, des Noirs. Là, on est là, donc la personne se propose, on n'ouvre pas nos portes, on leur refuse donc des visas, ce genre de choses, d'être réfugiés. On les laisse à la rue, d'ailleurs. On les laisse à la rue. Faut surtout pas les aider. Et puis là, quand c'est l'Ukraine, on envoie des cars. Tout le monde propose. Limite, les gens ouvrent leurs portes. Non, mais clairement, c'est quoi cette hypocrisie? Un humain, c'est pas en Europe. Mais c'est la solidarité raciale. En fait, la vie d'un Arabe ou d'un Noir vaut rien à côté d'un Européen. Oui.
Voilà. Moi, c'est juste ça que je retiens de tous ces débats. De tous ces débats, c'est oui, faut aider l'Ukraine, faut aider nos pays voisins, faut accueillir les familles. C'est pas grave, vous connaissez pas, ouvrez vos portes, on va les aider, on va leur trouver un travail, on va les héberger. Puis quand il s'agit des Syriens, des Irakiens et tout le tralala, non, on n'en veut pas, faut les sortir, laissez-les crever. Dans l'eau, à la mer, laissez-les jeter, 25 morts, c'est pas grave, 25 morts, qu'est-ce que ça vaut? Personne n'en parlera. Je rajoute juste un point. Tu sais que l'armée française, dans l'opération qu'ils ont menée en Afghanistan, ils avaient des collaborateurs afghans. Tu sais, à qui ils ont refusé le visa alors que les mecs étaient menacés de mort. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont aidé la France, qui ont aidé des soldats français à se sauver, à sauver leur vie, parce que les gens étaient quand même introduits dans la société, etc. On leur a refusé les visas sous prétexte qu'il n'y avait pas de risque pour eux, alors que les talibans, le premier truc qu'ils ont fait, c'était d'aller tous les gens qui ont travaillé avec des ONG armées étrangères ou n'importe, sont allés les prendre directement et les fusiller. C'est-à-dire, un dernier mot. Si tu permets, toi qui es algérien comme moi, tu sais très bien que lors de l'indépendance de l'Algérie, en 1962, quand les Harkis s'accrochaient au bateau, au même titre que les Afghans par rapport aux Américains, aux Français, Mesmer, à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur, qui avait interdit quasiment aux Harkis d'embarquer dans les bateaux où étaient les Européens. Il a fallu que les autres autorités en haut lieu interviennent pour qu'on les prenne. C'est les capitaines d'escadron qui ont décidé de prendre avec eux leur bonhomme. Ce n'est pas les hautes autorités. Aucune autre autorité n'a accepté... Pardon, Sofiane, c'est une décision qui a été prise en haut lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des massacres. C'est dans le sillage de ces massacres que les hautes autorités françaises ont donc levé cette interdiction. Ils ont dit maintenant vous pouvez embarquer les Harkis. Donc là, c'est de l'histoire. On ne peut pas refaire le passé, mais c'est comme ça. On ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité ce qui s'est passé en Afghanistan, Non, mais je suis tout à fait d'accord. Non, mais j'entends par là que c'est une vieille tradition française que d'abandonner, enfin les Occidentaux, que d'abandonner leurs collaborateurs. Ça ne veut pas dire que je suis pour les Harkis. Amine, pour conclure. Ouais, en un mot, juste pour revenir sur le sujet de départ, à savoir ces fameuses caricatures de Charlie Hebdo et la liberté d'expression de manière générale. Moi, je suis un fervent défenseur de la liberté d'expression. Ouais. Mais il y a juste... Je pose qu'une seule condition finalement. À quoi sert de blesser des gens finalement? C'est ça en fait la question qui est sous-jacente. C'est-à-dire que bien sûr qu'un journal doit être libre d'écrire, de caricaturer, parce que c'est la règle qu'on a établie entre nous ici en France et que la loi prime sur tout. Mais lorsque vous êtes avec cette caricature, vous allez blesser 1,5 milliard, voire 2 milliards de personnes. À quoi ça sert? À quoi ça sert? C'est ça la question. Dans un instant, on va parler d'une bonne nouvelle pour les tirailleurs sénégalais en particulier, qui vont enfin pouvoir retourner définitivement dans leur pays, vivre auprès des leurs, et tout en conservant leur pension, maigre pension de 800 à 900 euros par mois. Ils seront entre 39 40 selon les chiffres. Il y en a plus beaucoup, donc il a fallu beaucoup de temps. Il y avait déjà un premier jet en 2016 avec François Hollande. Il a fallu peut-être que ce film sorte, qui est sorti depuis hier, avec Omar Sy d'ailleurs, d'ailleurs une bonne promotion des fachos là pour le coup. Hier donc aux écrans tirailleurs. Pour en arriver là, il faut des films pour qu'on puisse parler de la situation de ces gens qui ont combattu auprès de l'armée française durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. On y revient dans un instant pour parler donc de cette réjouissance finalement, on peut se le dire, dans un instant avec vous sur France Maghreb 2 et en direct au 01 40. France Maghreb 2 avec Smaïn Tefour, Karima Katim qui est avec nous, Sofiane Garbaoui, Amine Saha sur France Maghreb 2 pour parler effectivement de ce sujet important. Il aura fallu des années de lutte. Ce n'est pas la première fois, je le rappelais d'ailleurs, que leur dossier progresse. Je rappelle le dernier grand moment de reconnaissance de la France enfin vers ces tirailleurs, c'était en 2016, donc très récent finalement, avec François Hollande, alors président de la République, qui avait octroyé la nationalité française à ces Sénégalais. Mais rappelons-le quand même, les tirailleurs sénégalais, attention, on peut dire aussi, c'est le nom de corps d'armée en fait quand on dit tirailleurs, mais en fait il comprend quand même des populations qui venaient de l'ensemble des colonies, du Sénégal,
Sénégal, du Mali, de Côte d'Ivoire, du Maroc, de l'Algérie, de l'ensemble en fait des colonies françaises. Il se trouve donc que là on parle de Sénégalais. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe que le ministère des Solidarités a annoncé que ces 40 derniers tirailleurs sénégalais pourront bénéficier aujourd'hui de pouvoir retourner définitivement dans leur pays auprès des leurs, parce que le moyenne d'âge c'est 90 ans a priori, oui. Parmi ces 40 personnes qui restent, pour pouvoir aller finir leur jour, j'ai envie de dire, auprès des leurs et dans leur pays, ne plus procéder à cette gymnastique qui procédait à vouloir revenir 6 mois pour pouvoir continuer de bénéficier de cette pension. Cette pension, ils vont pouvoir la conserver tout en restant définitivement au Sénégal en l'occurrence. On parle d'une pension de 800 €, 900 €. Est-ce qu'on peut parler d'un progrès, Sofiane Garbaoui? Alors, tout d'abord, je voudrais victoire. Deux précisions quand même. C'est pas une pension, d'accord? La pension réelle, elle est de 70 ou 80 €, la pension militaire qu'ils perçoivent. C'est le minimum vieillesse, d'accord? C'est-à-dire que les gens, la pension qu'ils ont, elle est même pas... Enfin, c'est rien. D'accord? Ça, c'est un point très important. Et deuxièmement, les tirailleurs sénégalais, c'est tout ce qui était subsaharien. C'est-à-dire, hormis l'Afrique du Nord, où on parlait de tirailleurs algériens ou marocains. On ne parlait pas de tirailleurs tunisiens, parce qu'il n'y en avait pas trop, mais on parlait de tirailleurs marocains. Mali. Alors, Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, Guinée, tout ça. Toute cette partie-là, c'était les tirailleurs sénégalais. Voilà, c'est juste une petite précision. Sofiane, juste une petite parenthèse. Oui, bien sûr. Si on les a appelés tirailleurs sénégalais, c'est parce que le corps d'élite a été créé au Sénégal en 1857. Tout à fait. Voilà, tout à fait. lors du Second Empire. Maintenant, comme je tiens à préciser, ce n'est pas une pension. C'est-à-dire qu'on va croire que la pension, leur pension militaire, elle est de 900 €. Ce n'est pas vrai. Leur pension militaire, elle est de entre 70 et 80 €. Ouais. Mais par contre, ils touchent le minimum vieillesse. Ouais, ouais. Ce qui leur imposait de revenir tous les 6 mois en France, rester 6 mois et repartir. Voilà. Donc là, ils enlèvent. Moi, alors, tout le monde dit bravo, bravo. Il reste 40 personnes, d'accord? C'est-à-dire, c'est des gens qui ont été malmenés, ils ont donné leur sang pour la France quand même. Exact, durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. C'est pas rien, ils ont vu leurs frères, leurs cousins, leurs fils mourir pour certains, d'accord? D'ailleurs, le film de Omar Sy, on en parlera après, c'est l'histoire d'un père et de son fils. Son fils. Et c'est une histoire véridique, d'accord? C'est basé sur des faits réels. Alors, elle a été romancée un peu dans le film, mais c'est une histoire basée sur des faits réels. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont perdu soit un frère, soit un cousin, etc. Et pendant des années, on les a traités comme des citoyens de seconde zone. C'est-à-dire, voilà, il faut savoir que le tirailleur sénégalais, sa pension de guerre, elle est le tiers de celui d'un Français, d'un Européen, je dis Français, d'un Européen. Donc voilà, les Guinéens par exemple, qui ont été dans le camp du côté de Marseille, quand ils sont revenus, ils faisaient partie de ce corps de tirailleurs sénégalais, ont été cloîtrés, ils ont été mis sous cloche, d'accord, parce qu'ils n'avaient pas le droit, et on leur a refusé la nationalité française jusqu'à l'année dernière pour certains. C'est-à-dire que quand ils faisaient une demande de naturalisation, on leur disait apportez des preuves que vous êtes suffisamment français. Les gens, ils ont donné leur sang quand même pour ce pays. Donc c'est quoi la plus belle preuve ? Et une fois que ces personnes sont parties à la retraite, en fait, finalement, c'est là qu'on leur a, quand ils ont commencé à faire valoir leurs droits, on leur a dit bah non, finalement, vous n'êtes pas français, etc. Voilà, vous n'existez pas. Non, ça, mais en fait, là on leur offre l'opportunité d'aller mourir tranquillement dans leur pays. J'espère. Merci, vous avez bien aidé la France, allez dormir paisiblement, bon débarras. Moi, je trouve ça horrible. La question que je me pose en tant qu'enfant d'immigré, c'est quoi être français? Parce que si eux ne sont pas français, qu'est-ce que je suis, moi? Si eux qui ont pris les armes et qui ont défendu la France en laissant famille, enfants, femmes, en laissant leurs coéquipiers, leurs cousins, et en laissant certains ont été amputés, d'autres ont perdu la vie. Si eux ont laissé leur sang pour la France et ne sont pas français, qu'est-ce que je suis, moi? Elle est là la question. Il est là le débat. C'est une vraie question. C'est une vraie question que pose Karima. Aujourd'hui, Smaïn, sur les tirailleurs, est-ce qu'on peut parler d'une bonne chose? Enfin, j'ai envie de dire, mais il en reste que 40. Oui, tout ça à a tardé, fait. Trop tardé. On parle même d'un nombre moindre. Hein. Donc, hier, j'ai cru lire, enfin, je pense avoir lu 22 personnes. Non, il a plus. Le ministère des Armées parle de 40. Parle de 40. D'accord. Bon, on va s'en tenir aux chiffres officiels. Bon,
pour les tirailleurs sénégalais, c'est une bonne chose en soi, il faut le reconnaître. Par contre, maintenant, après tant d'années d'ingratitude, on va dire, parce que on va dire l'establishment français qui a toujours un peu mis à l'écart les gens qui ont défendu donc le drapeau français, j'entends par là la bataille de Monte Cassino et autres. Le débarquement en Provence. Pardon? Oui, le débarquement en Provence, par exemple. Voilà. Marseille, par exemple. Et donc, par rapport à cela, je pense que la France n'a pas suffisamment témoigné sa gratitude à l'égard de cette tranche, enfin cette catégorie de personnes. Ouais. Bon, maintenant que les tirailleurs sénégalais vont bénéficier de leur pension vieillesse dans leur pays, c'est une bonne chose en soi, donc il faut le reconnaître. Est-ce qu'il faut le saluer, Amine? Saluer, non, parce que, évidemment, c'est heureux que ce dénouement est heureux. Néanmoins, c'est une décision qui arrive tard, qui a pris du temps, parce que ça fait quand même plusieurs années que ces tirailleurs demandent leurs droits, qui sont accompagnés. Il a fallu aller jusqu'à interpeller le plus haut niveau de l'État, et que l'on soit obligé d'en arriver là pour obtenir ce qui devrait finalement couler de source. Non, on va pas le saluer, on va s'en satisfaire à minima, mais on peut pas le saluer, j'en suis désolé. Juste une précision par rapport à ces tirailleurs sénégalais, algériens, etc. Quand il y a eu la libération de Paris, le général Leclerc donc a refusé que les tirailleurs algériens qui étaient eux, qui avaient fait quand même la percée la plus importante, arrivent jusqu'à Paris. Ouais. Il leur a interdit d'avancer. Parce qu'il fallait que ce soit des Européens blancs, chrétiens, qui arrivent pour dire qu'ils ont ouvert le truc. Ouais. Voilà. Alors, effectivement, tous autour de ce plateau, finalement, vous dites c'est bien, mais bon, c'est trop tard. Vous avez trop tardé pour arriver à... Ils sont l'article de leur vie, donc il y a de quoi être, on va dire, étonné. Voilà. J'espère qu'ils pourront mon vieux tard que jamais. J'aimerais qu'on écoute Mohamed qui nous appelle au standard au 01 40 33 9000. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir tout le monde. C'est juste pour rectifier la division du général Leclerc, c'était des Marocains. Donc elle a été fondée des Marocains sur la place à Témara. Donc il n'y a pas de problème. La division du général Leclerc était composée à plus de 60% d'Algériens et de Marocains réunis. Je vous invite juste à relire les mémoires du général Leclerc. Ville de Témara, général Leclerc. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci Mohamed pour la petite précision. N'hésitez pas si vous en avez des précisions à faire pour venir évidemment commenter. Il peut nous arriver de dire des bêtises. Voilà, venir contredire nos débatteurs. N'hésitez pas. Complète. Vous êtes évidemment le peuple a toujours raison. 01 40 33 9000. L'auditeur a toujours pour le faire. Oui, le peuple en l'occurrence. Sofiane a omis de signaler qu'il y avait parmi ces dans un instant, la nouvelle rubrique qui a démarré depuis lundi, que nos présents ici n'ont pas encore fait, ça s'appelle je zappe ou je mate. C'est quoi le principe? Je donne des infos et vous choisirez de la zapper, l'info, ou de la commenter. Alors pas la commenter en monologue pendant 3 minutes, attention, en une ou deux phrases. 1 minute ou 3 minutes? Non, à personne, à tout le monde. Pas à moi. A tout de suite, ne bougez pas, vous êtes bien sur France Maghreb 2 dans le LGF, 01 40 33 9000 pour nous rejoindre. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb. LGF avec Karim Katim, élu du côté de Blanc-Ménil dans l'opposition, précisons. Sofiane Garbaoui, journaliste, directeur d'agence de presse. Smaïn Tefour, journaliste. Amine Sa, élu à la Courneuve et vice-présidente des élus de France. Je vous propose d'accueillir quelqu'un avec qui j'ai co-animé d'ailleurs cette émission à l'époque, il y a assez longtemps maintenant. Notre ami Khalid qui se faisait appeler Léon l'Africain. Comment ça va mon Khalid? Ça va très bien, merci cher Christophe, ça va très très bien. Alors, Léon et Khalid vont bien. Formidable. Alors j'imagine que les tirailleurs t'ont suscité une certaine réaction? C'est-à-dire qu'on en avait déjà beaucoup parlé à l'époque dans ce qu'on faisait le Grand Forum, dans le Grand Forum. Alors, j'ai des précisions comme ça, mais tout à trac. En 1914, il y a 150 000 Algériens qui sont amenés d'Algérie pour combattre. 150 000, ce sont les chiffres officiels d'historiens. 150 000. Petite anecdote, Léo Ferré qui est mobilisé en 42. Léo Ferré, le chanteur, raconte dans ses mémoires. J'étais avec un groupe de tirailleurs algériens, j'étais antimilitariste. Je sais pas ce que je me foutais là. Ils se trouvaient dans l'Allier, je crois qu'ils étaient. On était tous un peu paumés. On s'est tous perdus dans la nature. Donc, encore une fois, des Algériens dedans. À Marseille, que j'ai bien connu pour des raisons de radio, etc., ceux qui vont libérer Marseille,
dont le dernier tirailleur algérien est mort à 4 ans, que j'ai raté d'un mois d'écart. Je savais pas qu'il y avait encore un survivant. Ceux qui libèrent Marseille, qui vont monter par la rue du Dragon et par une escalier dérobée, qui vont surprendre les Allemands en haut de Notre-Dame de la Garde, ce sont les tirailleurs algériens, dont d'ailleurs 32 vont mourir sur l'esplanade de Notre-Dame de la Garde. Il y a encore des traces de balles dedans qui ont été laissées, sans indication évidemment, parce qu'il ne faut pas mettre en avant les tirailleurs indigènes, algériens, etc. Aidés effectivement avec les goumiers marocains. C'est eux qui libèrent Marseille, qui font la partie la plus difficile, qui surprennent les Allemands et qui vont être les premiers en ligne. D'ailleurs, pas loin de l'église des Réformés, en haut de la Canebière, il y a l'église des Réformés, et sur la gauche de l'église des Réformés, eh bien, il y a une avenue qui s'appelle l'avenue du général Montsaber, qui lui était à la tête des tirailleurs algériens. Alors, il y en a pour tout le monde, évidemment, il y a eu beaucoup de tirailleurs sénégalais, africains, comme vous l'avez dit. On élude souvent les Algériens pour des raisons politiques et de colonisation. Les Algériens étaient considérés comme finalement faisant partie des indigènes, mais il fallait les éluder, les occulter pour des raisons politiques, pas les mettre en avant. Et vous trouverez rarement les Algériens mis en avant pour des raisons uniquement politiciennes. Et l'armée, vous savez qu'elle a aussi ses repères, sachant que l'Algérie s'est révoltée, il fallait surtout pas en faire des héros ou des gens qui ont aussi contribué dans le sang, évidemment, à libérer les territoires. Les Tunisiens étaient également très nombreux parce que ceux qui vont monter vers l'Allemagne et vers l'Alsace, ce sont en majorité des Tunisiens qui vont tomber là. C'est pour ça qu'il y a une immigration tunisienne très importante dans l'Est. Elle vient de là aussi. Ça ne vient pas de nulle part. Et pour Paris, alors, les Algériens, effectivement, avec les goumiers marocains, vont défiler le 14 ou le 15 août 44 sur la Canebière avec le général Montsaber, parce que c'est eux qui vont donner. J'élude pas non plus la participation des pieds noirs d'Algérie et des Français, bien sûr, mais eux, ils sont mis en avant. Il y a des monuments aux morts qui sont élevés en leur nom, etc. Mais rarement pour ce qui concerne les tirailleurs algériens, maghrébins, les indigènes du Maghreb. Ceux qui vont libérer aussi, qui vont participer à Bir Hakeim, qui vont faire tomber le fameux renard du désert, le général Romer allemand. Ce sont en majorité aussi des Maghrébins et des Africains. À 70%, ceux qui vont combattre les troupes allemandes, ce sont des tirailleurs maghrébins et indigènes d'Afrique noire, des Sénégalais, 70%. Et c'est à partir de là que le conflit bascule. C'est quand les Allemands perdent à Bir Hakeim. C'est là que le conflit bascule. C'est pas le débarquement de Provence. D'ailleurs, le débarquement de Provence, Christophe, le général de Gaulle ne l'a jamais inauguré, il n'a jamais rendu hommage à la fameuse place d'Omaha Beach. Pourquoi? Parce que ça s'est fait dans son dos. Il n'était même pas prévenu qu'il y avait un débarquement. De Gaulle n'ira jamais, et il reconnaîtra que c'est pas ce débarquement-là qui a été décisif. C'est le débarquement de Provence. Alors j'avais plein de petites choses à dire, je vais terminer par 2 choses, Christophe. 3 bonhommes importants. Et je vais sauter des Maghrébins parce que bon, alors rapidement, allez voir sur Internet, il y a un type qui s'appelle Senghor Lamine, qui n'a rien à voir avec Léopold Sédar Senghor. C'est un Africain. Ça a été le premier Africain à contester le colonialisme en 1897. Il va participer à la Première Guerre mondiale, il va mourir dans des conditions terribles. Senghor Lamine, c'est un des premiers qui va contester, qui va venir en France, enfin, qui va être aussi comme les tirailleurs africains, il va avoir une petite pension, parce qu'il meurt très jeune, il va avoir une espèce de petite pension juste avant de mourir en 1925. Et alors, au débarquement de Provence, à Monte-Cassino, Christophe, il y a 3 bonhommes qui vont devenir illustres, 4. Il y a Ben Bella, il y a Alain Mimoun, le coureur, Alain Mimoun, et il y a Mohamed Boudiaf, et il y a le général Oufkir. Ils ne se connaissent pas quasiment, mais ils font partie de ceux qui débarquent à Monte-Cassino et qui vont gravir la fameuse colline où les Allemands sont là. Ils vont s'en tirer, aucun va mourir, et tous les 4 auront un destin incroyable. Et la femme d'Oufkir, elle a une photo, Amina Oufkir, elle a une photo de son mari, le général Oufkir, Mohamed Oufkir, sur un char entrant triomphalement à Rome lorsque Rome est libérée. Ça, ce sont des faits qu'on ne connaît pas et qu'on élude souvent, cette participation-là. Moi, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais. Je t'appelle de Lille, là, Christophe. Pas loin d'ici, à 40 km, il y a le plus grand cimetière militaire quasiment de France, avec celui de Verdun,
qui s'appelle Notre-Dame de Lorette. C'est dans une sommet d'une montagne. Et il y a une espèce d'immense anneau en cuivre énorme où il y a 500 000 noms gravés de ceux qui sont tombés. Volontairement, les autorités militaires et françaises ont voulu mélanger les morts. En fait, il n'y a pas de distinction entre Allemands ou Français ou autres. Eh bien, j'invite vraiment les gens à aller. Vous verrez le nombre de noms musulmans là, vous tombez par terre. C'est hallucinant. Merci beaucoup, mon Khalid, pour ce bon rappel. Magnifique. Merci beaucoup, mon Khalid, quand tu veux, hein, évidemment. Merci. Voilà, du côté de Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais. Merci, mon Khalid. Bon, alors, c'était bien. Hein. On a appris des trucs, là. Vous avez appris des trucs ou pas? Non, pour Bonbella, je le savais. Oui. D'accord, mais vous avez appris des trucs quand même. Hein, bon. Oui, tout à fait. Oui, il y a une partie de l'histoire qui a été. C'est une bibliothèque, notre Khalid. C'est une bibliothèque. On apprend tout le temps, mais bon, ça, c'est des faits historiques qui sont. Bah oui, mais que pas grand monde ne connaisse. Alors, Moncassino, juste quand même, c'est pas du côté de Marseille, c'est plutôt la frontière italienne. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la géographie. Monte Cassino. Voilà, Monte Cassino. C'était une. D'ailleurs, ils ont envoyé les terrailleurs et goumiers, terrailleurs sénégalais et autres, en première ligne, parce que comme c'était en hauteur, les Allemands étaient en hauteur, et donc ça mitraillait. Et donc les premières vagues ont été fauchées. Et on a des jeunes de 16 ans, hein, parce qu'il faut savoir que l'intégration dans l'armée elle était obligatoire. Et à partir de 16 ans, hein, on n'attendait pas 18 ans. Bon, allez, on enchaîne tout de suite avec le Zap ou Mat. Je zappe et je mate. Je zappe ou je mate, c'est la nouvelle chronique, donc je vous donne des infos et à vous de choisir à tour de rôle si vous choisissez de zapper ou de commenter, bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai comme première information? Tiens, c'est tombé cet après-midi, on apprend que le recteur Chemseddine Hafiz, donc le recteur de la mosquée de Paris, décide de suspendre sa plainte contre Michel Houellebecq. Est-ce qu'on zappe, Karima, ou on commente? Je zappe. Tu zappes, très bien. Allez, hop, elle zappe, Karima. Sofiane. No comment. No comment, tu zappes aussi. Amine. Idem. Très bien, ça zappe. Je zappe pas. Bon, Smaïn, tu commentes? Non, je commente. Vas-y, tout à fait. Non, mais Chemseddine, je le croyais beaucoup plus solide que ça. A priori, il a été intimidé parce qu'il est passé, donc il a écumé pratiquement tous les plateaux. On avait donc pratiquement remonté le bretelle à ce monsieur. Pourquoi il avait déposé plainte? Parce qu'on était dans un pays où la liberté d'expression avait sa valeur donc référentielle par rapport à ce pays. Maintenant qu'il fasse marche arrière, peut-être aussi, on peut faire une lecture autre que ce que je viens de dire. Peut-être parce qu'il est de formation, il est donc avocat, il a dû donc se dire que c'est un pari perdu. Donc c'est pas la peine de s'engager dans cette voie. Mais j'en doute un peu. Pourquoi? Oui, vas-y. Parce que quand on est avocat, on est censé justement aller jusqu'au bout, être jusqu'au boutiste. Comment on appelle ça? Monsieur Houellebecq, c'est un monsieur qui attise le feu et qui parle d'une manière carrément décomplexée sur l'islam. Et maintenant, si on ne met pas au là à ce monsieur, on risque d'aller vers un trouble public. Donc, dans un pays qui se respecte, il faudrait mettre le haut là à ce genre de discours. Quand on voit des Zemmour, on voit des Michel Houellebecq ou Onfray qui se prétend progressiste, un pseudo-progressiste, qui invite ce monsieur Houellebecq et qui déverse son fiel sur la communauté musulmane, il y a de quoi se révolter, Christophe. Je précise que Houellebecq, dans le Figaro, eh bien, se félicite de cette issue donc avec la mosquée de Paris. Il a récidivé. Oui. Et ce matin, il avait dit qu'il était partiellement islamophobe. Donc, en se foutant de la gueule du recteur de la mosquée de Paris, qui, ma foi, a fait marche arrière. Encore une fois, on va nous bassiner avec les histoires de l'islam de Tolède. Encore une fois, non, on n'est pas dans l'islam de Tolède, on est dans l'islam actuel en France qui est stigmatisé de tous les côtés. Il va falloir se battre avec, bien sûr, les idées. Avec les idées, c'est certainement. Oui, bon. Non, voilà. Bon, c'est bon, j'ai fini. Ça va fâcher, Smaïn. Toi, t'as choisi de zapper, donc tu commentes pas. Non, mais exactement. Non, mais qu'est-ce que c'est? Non, par principe, c'est une position de principe. Non, tu zappes, tu commentes pas. Tu as zappé. Tu zappes, mon Sofiane. Mais non, mais vous voulez faire une précision. Quoi? Quelle précision? Une précision juridique. Ouais. Maître Sofiane. La liberté d'opinion, ce n'est pas l'insulte. L'insulte, c'est un délit. Donc, juste quand même. La liberté d'opinion, c'est pas insulter les gens. Merci pour la précision. Alors, autre information, on zappe ou on commente, c'est comme vous voulez aussi. Selon I24 News, le Maroc s'apprêterait à ouvrir une ambassade à Tel Aviv en échange d'une reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. On zappe ou on mate, ma chère Karima? Je zappe pas. Tu zappes pas? Non, je ne
ne zappe pas. Eh ben alors vas-y, on t'écoute. C'est un conflit qui perdure, c'est un conflit qui fracture d'ailleurs deux peuples qui s'aiment beaucoup. Et après, quelle serait, moi la question que si vous avez la réponse d'ailleurs, quels seraient les intérêts d'Israël à reconnaître le Sahara algérien, à part pour des... Là, on parle du Sahara marocain. Du Sahara marocain, pardon. Le lapsus, vous avez dit. Lapsus. Le Sahara marocain... sous domination marocaine, c'est pas le Sahara marocain. Oui, d'accord. Qui resterait sous domination marocaine. Oui. La souveraineté, voilà. Mis à part sur l'effet de base militaire. Oui, bon, écoutez, très bien. Quelle était ta question, en fait ? En fait, quel serait l'intérêt d'Israël ? Quels seraient les intérêts d'Israël de reconnaître donc la souveraineté marocaine sur le Sahara? C'est un deal, tout simplement. Non, mais ça faisait pas partie du deal, ça, Smaïn. Pardon. C'est ça, en fait. Non, le deal de départ, c'est Trump. C'était l'ouverture. Je vais finir, Christophe. Non, mais c'était l'ouverture de l'ambassade à Paris. Mais attendez qu'il vous pose la question si vous zappez ou vous matez. Pour l'instant, c'est Karima qui répond. C'est ça, merci Amine de remettre. C'est bien, Amine. Portable, ça. Par le gong ou sur Moi, je veux juste interloquer les gens sur ça. Très bien. Maintenant, si tu zappes pas, j'aimerais bien que tu répondes. Alors, mon cher Smaïn, tiens, alors est-ce que tu zappes ou tu commentes? Non, je zappe pas, je commente. Alors, on t'écoute. Très bien. Donc, comme je te disais, ça rentre dans le cadre du deal qui a été, donc, si tu veux, fait entre les Américains et les Marocains. Pas pourquoi? Non, attends, laisse-moi finir. Si tu ne me laisses pas, après tu me corriges. Si jamais je suis dans l'erreur. Pourquoi? Parce que les Américains, ils ont donc initié ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Il fallait donc intégrer le maximum de pays arabes pour adhérer à cette initiative. Le Maroc en faisait partie. Pourquoi? Parce que le Maroc, le tendon d'Achille du Maroc, c'est le Sahara occidental. Donc les Américains ont de leur côté donc reconnu le Sahara occidental comme terrain, donc terrain marocain à part entière. Donc l'Israël s'inscrit pratiquement dans la même démarche. C'est dans cet esprit-là que les Marocains vont. Ça, le deal, le deal, c'était via le tweet de Trump à l'époque, c'était les Américains. Vous demande de reconnaître Israël, de normaliser vos relations avec Israël. En échange, les Américains, en échange, les Américains reconnaîtraient par la voie d'ailleurs de l'ouverture d'un consulat qui n'a pas ouvert d'ailleurs, il faut le dire. Le Sénat américain s'est opposé à l'ouverture de ce consulat à Dakhla. Israël n'était pas obligé de reconnaître la marocanité du Sahara. En l'occurrence, c'était pas dans le deal. C'est pour ça que je dis que c'était pas dans le deal. Voilà. Sofiane, on commente ou on zappe? Je commente. Vas-y, commente mon vieux, commente. Alors, tout d'abord, le deal, c'est un deal qui est évolutif. D'accord, en fonction des intérêts géostratégiques des uns et des autres. Oui. Israël a besoin d'avoir une ouverture sur l'océan Atlantique. Parce que par rapport à son positionnement géostratégique en plein centre de la péninsule, entre la péninsule arabique d'un côté, la Syrie de l'autre, et la Méditerranée d'un côté, ils ont besoin d'étendre. Et en même temps, ils créent quand même une ouverture pour eux dans un pays qui se veut ami, qui est aujourd'hui le Maroc. Et dans le cadre de la normalisation, parce que c'est quand même dans ce cadre-là que le deal a été signé, c'est pas une normalisation figée à un moment T. C'est-à-dire on a signé un contrat, il y a 2 ou 3 paragraphes et puis on s'arrête là. Non, l'idée c'est de vraiment promouvoir tout le développement. Et preuve en est, c'est que l'État, le royaume chérifien veut mettre en place une ambassade à Tel Aviv. En échange Oui, mais je vois pas pourquoi Tel Aviv, il devrait la mettre à Jérusalem tant qu'on y est. Là, c'est Tel Aviv, apparemment. Non, mais Tel Aviv, parce que c'est selon I24 News, mais bon, après, bien informé. Mais si on va dans l'idée d'Israël aujourd'hui, c'est que toutes les ambassades devraient être transférées à Jérusalem. Donc pourquoi créer une ambassade voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Rapide, les commentaires, faut pas que ça dure 3 minutes. Oui, mais d'accord, moi tu me coupes. Là, non, je te coupe pas, mais on n'a pas le temps. Quand je vois. Non, mais plus sérieusement. Et puis l'Algérie reste quand même un point d'achoppement, y compris pour Israël, parce que Israël sait que la normalisation avec les États arabes passera par l'assouplissement de la position algérienne. Parce que dans tout ce qu'on appelle les pays du franc, du refus, il n'y a que l'Algérie qui reste debout. Amine, est-ce que tu commentes ou tu zappes?
Je zappe. Tu zappes, très bien. Allez, on enchaîne avec une autre information. On revient en France cette fois-ci. Information que vous choisissez de zapper ou de commenter. Macron qui appelle ses ministres à plus de sobriété dans les dépenses publiques. Est-ce qu'on zappe, ma chère Karima, ou on commente? Je zappe. Sofiane? Non, je zappe pas. Alors, non, parce que là, c'est vraiment ça me met hors de... Tu peux lui poser la question pour la choucroute. Non, mais ça me met hors de moi ce genre de réflexion, parce que c'est vraiment de la com politicienne. C'est vraiment de la com. Comme si c'était les ministres qui décidaient de ce qu'ils allaient dépenser ou pas. Il y a quand même ce qu'on appelle un parlement qui vote les budgets pour les ministères. D'accord? Et donc les ministères sont censés dépenser les budgets qu'on leur donne. La poudre aux yeux, si je comprends bien. Donc la sobriété, comment il a appelé ça? La sobriété dans les dépenses publiques. Dans les dépenses publiques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les revendications des fonctionnaires, les revendications des gens qui sont en précarité, etc., on leur refuse tout. Très bien. C'est ça qu'il veut dire. Smaïn, on zappe ou on commente? Oh, je zappe. Allez, Amine. Je commente. Eh ben, c'est simple. Qu'est-ce qu'on veut dire par dépenses publiques? Si dans la bouche du président de la République, dépenses publiques veut dire réduire les services publics, évidemment que je suis complètement contre. Si en revanche, dans sa bouche, cela veut dire réduire le train de vie des ministres. D'abord, c'est pas eux qui le décident, même si on sait qu'il y a un certain nombre de glissements sur les enveloppes budgétaires qui sont allouées. Évidemment que je suis pour. Il faut réduire le train de vie des ministres. Oui, mais c'est pas le train de vie des ministres. Non, mais c'est pour ça que je veux distinguer les deux. Quand on dit dépenses publiques, moi j'entends derrière dépenses publiques réduire les services publics. Donc ce sont des politiques d'austérité qu'il veut, et évidemment je suis complètement contre. Dernière info à zapper ou à commenter, c'est le gouvernement qui interdit la vente en ligne de médicaments à base de paracétamol face à la pénurie. On zappe ou on commente, Karima? On commente. On commente parce que ça devient très lourd pour les Français, que ce soit pour les parents, les enfants. Paracétamol, c'est le nerf de la guerre. Hein. Lorsque vous allez chez le médecin, c'est la première chose qu'on vous administre pour faire baisser la fièvre, pour les douleurs. Je trouve ça très critique. On ne se rend pas compte, mais on va chez le médecin. Il nous donne des antibiotiques sur ordonnance, du paracétamol, on va à la pharmacie, on n'en trouve pas. Vous pouvez faire 5 pharmacies, vous n'en trouverez pas. Ouais. Et ça devient critique, mais que fait l'État? On nous a dit qu'il y avait une cargaison qui arrivait de l'étranger. De quel pays? Je ne sais pas. Pays du tiers-monde, sûrement. Un pays du tiers-monde, soit Inde, soit Chine. Ouais, absolument. Surtout pour le paracétamol. Oui, paracétamol. Il y a des sirops qui ont été fabriqués en Inde qui ont pas mal d'enfants. Hein. Alors justement, tiens, Smaïn, tu commentes ou tu zappes? Bon, je commente brièvement, je ne vais pas m'y étaler. En fait, je pense que c'est surtout pour contourner ce qu'on appelle la spéculation. Parce qu'a priori, il y a donc une rupture de stock de paracétamol dans les pharmacies. C'est pour ça qu'on parle de vente en ligne sur Internet. Voilà, justement, c'est pour éviter la spéculation. Et pour revenir maintenant au plan santé, le paracétamol, donc s'il est pris excessivement, donc il devient nocif pour l'être humain et surtout au niveau des reins. Donc il va falloir l'éviter. On commente ou on zappe? Je commente et je suis contre. À partir du moment où c'est encadré de la même manière que si on se déplaçait en pharmacie, je vois pas le problème. Là où le gouvernement devrait mettre les moyens, c'est sur les moyens de pression sur les laboratoires qui devraient produire plus à moindre coût pour justement permettre que tout le monde puisse disposer de ces médicaments quand même assez classiques que l'on fabrique depuis des dizaines d'années, les plus consommés, surtout dans la période que l'on connaît avec tous les virus qui circulent. Et je trouve quand même que dans la 7e puissance du monde, manquer de Doliprane, c'est un tout petit peu l'Archoma quand même. L'Archoma, Sofiane? Oui, je vais commenter brièvement, comme dirait notre ami Smaïn. Oula, on se méfie quand tu dis ça. Il faut savoir qu'on n'a plus, c'est-à-dire qu'on a l'industrie pharmaceutique la plus subventionnée au monde. Hein. Ça, il faut quand même le savoir. Ça, c'est le premier point. D'où les labos se gavent bien. Quand même, d'où un certain déficit de la branche de la santé. Voilà. Ceci dit, concernant le paracétamol, plus particulièrement. Comme c'est une molécule qui est tombée dans le domaine public, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne rapporte plus rien au labo. Donc les labos, ils s'en foutent.
Ça a été externalisé. Maintenant, c'est l'Inde et la Chine qui sont les plus grands producteurs mondiaux, et d'ailleurs parmi les seuls. Ça rejoint le débat de la chloroquine. Voilà, par rapport à la molécule elle-même. Et donc, pour ce que font en France les labos, ils importent des pilules qu'ils mettent dans des boîtes. Voilà, ils font du conditionnement. Moi, je me demande pourquoi ils ont réquisitionné justement le paracétamol pour les hôpitaux. Ils nous demandent de ne pas saturer les hôpitaux, mais on nous renvoie tous vers les hôpitaux. Lorsqu'on va chez le médecin, on nous dit allez à l'hôpital parce qu'on pourra avoir des antibiotiques et du paracétamol qu'à l'hôpital. Tiens, alors justement Sofiane, dernière information à zapper ou à commenter, c'est la manifestation des médecins libéraux. Vous savez, ces médecins qui auront prolongé leur grève d'une semaine pour demander notamment l'augmentation de leur consultation de 25 à 50 euros. Est-ce qu'on zappe ou on commente, Sofiane? Moi, je vais commenter rapidement. Oui. Ils ont le droit de demander une augmentation de revenus. Parce que c'est le cas. Hein. On ne parle pas d'augmentation de salaire parce qu'ils ne sont pas salariés, mais une augmentation de revenus. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu, tout petit peu, c'est un peu la prise en otage, et surtout on est dans un pays capitaliste, libéral. On n'est pas dans un pays communiste. C'est pas à l'État de gérer les revenus des médecins libéraux. Ils ont choisi la médecine libérale pour être libres de toute contrainte, et là ils disent ah non. Nous, on veut être payé par l'État mieux que ce qu'on pourrait percevoir. Oui, parce que la sécurité sociale rembourse. D'accord ? Maintenant, ils ont calé dans le secteur 2, 3, qui lui permet d'avoir des dépassements d'honoraires. Très bien. Smaïn, la grève des médecins libéraux, la manifestation, on zappe, on commente. On commente brièvement, on va dire. Bon, comme tout corps de métier, je pense que les médecins ont droit donc de manifester, ne serait-ce que par rapport donc au manque à gagner. Pourquoi ? Parce que là, la France est en train de connaître un taux d'inflation quand même qui est assez important, même si dans les médias on parle d'une maîtrise de l'inflation. Oui. Donc maintenant, quand on voit par exemple le budget par rapport au budget domestique pour les courses et tout ça, il va falloir quand même augmenter les salaires. Bon, bien sûr, s'agissant des médecins, il va falloir revoir donc la grille de revenus des médecins. Donc c'est bon. Karima, on commente ou on zappe ? On commente vite fait, bien fait. Les médecins, on en a besoin. Cette jeunesse a besoin de devenir médecin. Voilà. Et justement, ce métier, s'il est mal payé, vous ne donnerez pas envie à cette nouvelle jeunesse de devenir médecin. Ils ont besoin d'être rémunérés à leur juste valeur. Et nous, on a besoin de plus en plus de médecins parce qu'on parlait de déserts médicaux dans les zones rurales, mais on peut parler de déserts médicaux même dans les grandes zones métropolitaines. On fabrique 4500 médecins à l'année en France. Seuls 10% s'installent. 15% partent à l'étranger, le reste, on ne sait pas. À l'hôpital. Amine. Je commente. Alors, en fait, toute la France est un désert médical. Aujourd'hui, c'est un métier qui est très difficile, surtout pour la médecine de ville, les libéraux. Il y a quand même, pour certains, ça va jusqu'à 12, 13, 14 heures de travail par jour, donc c'est extrêmement prenant. Il y a tout un tas il y a beaucoup de nos finances publiques de santé qui sont accaparées par les laboratoires pharmaceutiques, on l'a dit à l'instant, qui servent à payer des actionnaires derrière. Ouais. Je préfère que l'essentiel de ce budget aille plutôt vers les médecins qui font un travail formidable, que ce soit en ville, à l'hôpital ou ailleurs, et je suis d'accord pour qu'ils aillent manifester, et j'espère que tous ces métiers qui se mobilisent, les boulangers, les médecins, les magistrats également qui travaillent dans des conditions déplorables que je connais un petit peu, et d'autres vont pouvoir s'agglomérer dans les prochains jours pour justement créer cette mobilisation générale dans le pays qui, j'espère, fera plier le gouvernement face aux réformes absolument catastrophiques qui nous prévoient pour les prochaines semaines. Dans un instant, on va s'interroger par rapport aux propos de Omar Sy, et pas sur la polémique qui nous intéresse très peu finalement, mais peut-on et pourquoi sommes-nous sensibilisés plus vers un conflit qu'un autre? C'est la question qu'on peut se poser au travers des propos d'Omar Sy, et on en parle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000 avec Karima Katim, Smaïn Teffour, Sofiane Garbaoui, Amine Sarek sont avec nous. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Karima Katim est avec nous, elle est élue du côté de Blanc-Ménil dans le 9-3. Ça va Karima? Très bien, et toi? Ça se passe bien, ils sont gentils avec toi?
Très sympa. Tu me le dis, s'il y a un problème. Sofiane Garbaoui, journaliste, directeur d'agence allemande. Bon. Ismaël Tefour, journaliste. Amin Saï, lui à la Courneuve, vice-président des élus de France. T'es vice-président, Amin ? Oui, il est vice-président. J'aurais voté Monsieur pour le toi vice-président. pour président. Alors évidemment, vous avez très bon président, certainement entendu parler de la polémique son de Omar Sy, s'il vous plaît. Oui. Omar Sy, vous avez entendu la polémique. Évidemment, il a répondu d'ailleurs en disant que c'était pas ce qu'il avait dit, mais c'était sa personne qui était attaquée. On va pas revenir sur la polémique parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. La question que j'ai envie de vous poser, le thème sur lequel on pourrait réfléchir, c'est pourquoi finalement, en tant qu'humain, on peut être plus sensible à un conflit, à une guerre, plus qu'une autre. Au travers des propos d'Omar Sy, qui s'étonnait donc de cette sensibilisation plus spécifique envers l'Ukraine et pas forcément justement envers les conflits en Afrique. Et pourquoi, Amin, selon toi, on peut, en tant qu'humain et selon ses sensibilités, être plus sensible justement à un conflit plus qu'à un autre ? Est-ce que ça s'explique ? Est-ce qu'il y a une raison ? Moi, de mon point de vue, je suis absolument pas d'accord avec ça. Donc pour moi, ça ne s'explique pas. Non, mais c'est factuel, Amin. Je suis désolé. Je te le dis. C'est pour ça que je dis, je ne l'entends pas, je ne le comprends pas. Pour moi, ça ne s'explique pas. C'est factuel, ça existe. Il faudrait rechercher les raisons. En tout cas, de mon point de vue, un homme, une femme, un enfant qui souffre, quelle que soit son origine, sa nationalité, sa religion, sa couleur de peau, où qu'il soit sur cette planète, pour moi, c'est une souffrance. Après, je peux entendre parfois que la proximité, le fait en réalité, l'explication, elle réside sans doute dans le fait de rabâcher le conflit. C'est-à-dire que tous les jours, on vous parle du sort des Ukrainiens, et tant mieux. Si on vous parlait du matin au soir du sort des Palestiniens, ou des Yéménites, ou des Yéménites, ou d'autres, ou en Afrique, si on vous en parlait tous les jours dans les médias, et qu'on vous expliquait que le grand méchant, c'est un tel, vous allez y être sensibilisé par la force des choses. Donc, en réalité, quand on parle de proximité du conflit, c'est pas la proximité géographique, c'est la proximité quotidienne, c'est-à-dire le fait d'en entendre parler au quotidien. Si demain on se met à expliquer notamment un certain nombre de conflits qui sont inexpliqués dans le monde, je vous assure que vous vous sentirez sans doute plus concerné par le conflit, parce que je pense que le sentiment au fond, il est humain. Mais Amin, il faut être objectif, c'est-à-dire que toi, tu es franco-marocain par exemple, tu vas plus être sensible à ce qui va se passer du côté du Maroc, ou plutôt d'un truc qui va concerner, je sais pas moi, la Patagonie, tu vois ce que je veux dire ? Non, pas du tout. Non, mais c'est humain, mais arrêtez, soyez honnête. Mais je suis honnête. Soyez honnête. Et je te donne mon explication, mon analyse, c'est que plus on vous parle d'un sujet, d'un conflit, d'un malheur finalement, plus vous allez vous sentir concerné. Si on vous en parle pas, exactement. Mais si on vous en parle pas, vous vous sentez pas concerné, tout simplement. Karima, t'es pas d'accord ? Bah oui, ce qu'on a fait pendant des années aux Juifs, ça a sensibilisé le monde entier. Oui. Donc là, il n'y a pas une sensibilité plus grande qu'une autre. C'est qu'à un moment donné, un être humain souffre, un être humain est maltraité, des êtres humains sont tués, et c'est juste l'être humain qui prime. À un moment donné, il faut arrêter avec cette hypocrisie. En France, voilà, on préfère sauver un Ukrainien parce qu'on vomit l'arabe et le noir. Tout simplement. Et ça, c'est une réalité. On les vomit. On n'en veut pas. Et ensuite, on nous sort des soupes. Voilà. Oui, mais parce qu'ils ont la même culture que nous. Mais ce qui est faux, d'ailleurs. Ce qui est totalement faux. Bien sûr que oui. La proximité culturelle entre un Africain et un Français, elle est bien plus importante qu'entre un Français et un Ukrainien. Mais bien sûr que oui. Le seul dénominateur commun est la couleur de peau. Exactement. Et à un moment donné, il faut arrêter. On est dans un pays totalement raciste. Voilà. Mais il faut se l'avouer. Et à un moment donné, oui, effectivement, le prix d'un homme noir, d'un homme arabe, vaut moins que le prix d'un homme blanc. Et c'est tout, c'est comme ça. On va accueillir Abdel qui est au téléphone avant d'accueillir aussi le ressenti de Smaïn et de Sofiane. Abdel qui nous appelle au téléphone 01 40 33 9000. Bonsoir Abdel. Bonsoir. Je suis d'accord avec l'invité, la dame qui vient de parler. Elle s'appelle Karima. Qu'elle a tenu. Oui. Mais par contre, avant de critiquer l'Europe, moi je pense que nous, en tout cas les pays arabes, devraient prendre exemple sur les Européens. Regardez la solidarité de l'Europe envers l'Ukraine. Est-ce que là-bas chez nous c'est la même chose ? Il y a que l'Algérie qui aide la Palestine. Est-ce que les presses arabes parlent tous les jours de la Palestine ? Tous les pays africains, pratiquement tous les pays arabes sont contre les Palestiniens.
Il n'y a que l'Algérie qui aide la Palestine. On a la preuve avec le Maroc. Palestinien. Oui, oui. Mais là, apparemment, il y a confusion. Là. Il faudrait prendre exemple. Il faudrait que les pays arabes. Non, mais les pays arabes. Laissez-le s'exprimer. Après, non, c'est pas faire des raccourcis. C'est pas toute l'expression. Attendez, laissez-le s'exprimer. Ici, on a la liberté de s'expression. Abdel, termine. Écoutez, qu'on ne fasse pas croire qu'on ne peut pas donner des armes aux Palestiniens. Il y a beaucoup de trottoirs, il y a beaucoup de solutions pour donner des armes aux Palestiniens, mais les pays arabes ne soutiennent pas la Palestine à part l'Algérie. Alors, au lieu de dire pourquoi les Européens, avant de dire que les Européens devraient s'occuper de la Palestine, dites aux Arabes de s'occuper de la Palestine. Sérieusement. C'est un peu le même problème, hein. C'est un peu le même problème. Hein. Là-bas, la Palestine se fait attaquer par un pays qui veut les occuper. Il y a pas de solidarité, je suis désolé, à part l'Algérie. En France, il y a un pays qui se fait occuper par un pays européen qui est la Russie. Il y a une solidarité européenne. Il n'y a pas chez les pays arabes. Merci Abdel. Donc sur ce sujet, qui va répondre Rapidement. Oui, Sofiane. D'abord, il ne faut pas généraliser parce qu'il y a les États qui ont des intérêts, il y a les populations, il y a l'opinion publique. Voilà. Deuxièmement, ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'il n'y a aucun pays arabe qui fabrique ses propres armes. Donc pour en donner à d'autres, il faut déjà les acheter chez ceux qui aujourd'hui soutiennent le plus Israël. Et ils n'en vendront jamais pour les donner aux Palestiniens. Voilà, donc il y a quand même des réalités, je dirais, pratico-pratiques. Et deuxième point, nous, aujourd'hui, sur le quoi on travaille, c'est quand même une paix durable dans cette région du monde. C'est pas en surarmant les uns et les autres, parce que ce qu'on reproche aujourd'hui aux pays européens, c'est de surarmer Israël et d'en faire une sorte de... L'Ukraine. Non, je parle en Palestine. En Palestine. Et ils sont en train d'essayer, parce que c'est pas la même... parce qu'il faut pas oublier que les Européens ont une dette mémorielle une sorte de sentiment de culpabilité envers les Juifs. D'accord ? Et ça change beaucoup. Revenons à notre question de base. Pourquoi on peut être plus sensible ou pas vis-à-vis d'un conflit ou d'une guerre ? Je pense que tout le monde en a parlé, c'est la proximité. Pas forcément physique, c'est la proximité, je dirais, du quotidien. Et le rabâchage, disait Amine. C'est-à-dire, quand tu allumes ta télé, tu tombes sur la guerre en Ukraine, les enfants qui pleurent, les bombes qui tombent. Tu peux pas être indifférent, d'accord ? Après, tu peux être touché plus ou moins, si tu as des affinités avec les Ukrainiens ou pas. Mais le fait tu es plus sensibilisé, le fait que ça soit au quotidien. Rapidement, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est très intéressant. D'ailleurs, pourquoi les musulmans, de manière générale, se sentent parfois plus concernés par le conflit palestinien ? Pas parce que ce sont des musulmans, mais parce que... C'est-à-dire les Palestiniens et des chrétiens aussi. D'ailleurs, par ailleurs, déjà, et c'est notamment parce que dans ces familles-là, on regarde d'autres chaînes que les chaînes européennes. On regarde des chaînes du Maghreb, on regarde des chaînes du Moyen-Orient, là où, justement, on vous diffuse de manière très amplifiée le conflit palestinien avec des morts, avec des gens blessés, avec des gens qui souffrent. J'aimerais qu'on écoute Smaïn. Et ça, je vous assure que ça joue sur l'émotion. Oui, Christophe. Oui, la question c'est par rapport à Omar Sy ou plutôt par rapport à l'Ukraine ? Non, par rapport au fait qu'on puisse être sensibilisé plus envers un conflit, une guerre, par rapport à ses sensibilités. Tout dépend de Karima ne la joue pas franchement honnête en disant non, moi je suis sensibilisé à tout ce qui se passe dans le monde. Je veux dire, je suis sensibilisé à toutes les images qui je peux prendre la parole s'il vous plaît ? Oui, ça dépend de quel côté de la barrière on est. Par exemple, s'agissant de l'Ukraine, on sait pertinemment que l'Europe occidentale a pris part dans corps et âme par rapport à l'Ukraine. Ils sont en train quasiment de les aider sur le plan médiatique. On voit qu'il y a une surmédiatisation du conflit ukrainien et russe. Et vous avez aussi ce qu'on appelle l'aide financière, matérielle et militaire qui est apportée à ce pays. On en parle pourquoi ? Parce que aussi... Il ne faut jamais oublier que ce conflit s'inscrit dans une politique, dans une démarche géopolitique mondiale qui vise justement à réduire la Russie, pas au néant, à néant, ou au néant si vous voulez, donc vise justement à affaiblir la Russie. Essayez. Pardon ? Essayez d'affaiblir. Oui, essayez, ou elle vise aussi. Donc, ça dépend les mots, comment on peut les utiliser ou les verbes, si je puis m'expliquer correctement. Donc, les Occidentaux se sont inscrits, si tu veux, dans cette démarche-là,
qui s'inscrit dans le plan de l'OTAN, qui vise justement à enlever ce qu'on appelle le monopole de la gestion du monde aux Russes et aux Chinois. Ouais. C'est dans cette optique-là que les Occidentaux, et c'est pas par charité ou par samaritanisme, qui vont s'inscrire dans cette optique, c'est-à-dire aider les Ukrainiens. Il y a aussi le côté un peu, on va dire, racialiste, qui veut que les Français s'alignent un peu du côté des Ukrainiens, comme l'ont si bien dit mes collègues ici. Il est vrai que, quelque part, ils leur ressemblent, mais pas culturellement. C'est très bien de le souligner. Parce qu'ils sont orthodoxes. Ils sont beaucoup plus dans un milieu naturel. C'est des Slaves, pardon. Non, mais sous prétexte qu'on aurait des origines, on serait beaucoup plus sensible aux Syriens. C'est ça que ça, c'est la bêtise. Oui, bien sûr. Bah non, donc tu es beaucoup plus sensible aux Ukrainiens, Christophe. Non, pourquoi? Bah alors, donc, on est d'accord qu'une vie humaine égale à une vie humaine. Oui, d'accord, mais après, tu peux avoir des sensibilité, Karima. T'as des sensibilités. Voilà, t'as des conflits et Amine l'a bien expliqué. Je crois que c'est Amine qui disait ou Sofiane, je sais plus. Il y a des gens qui regardent aussi d'autres télévisions, d'autres médias et c'est Amine. Donc voilà, aussi il y a le fait aussi d'un rabâchage médiatique. Voilà. On rabâche le conflit yéménite du matin au soir pendant une semaine. Mais dans une semaine, t'es en train de manifester place de la République. Oui, non, mais c'est parce qu'il a raison. Parce qu'en tant qu'humain, tu seras touché. Après, il y en a, je suis d'accord avec toi, et Karima le disait aussi, il y a des gens qui se sentent concernés parce que les gens leur ressemblent physiquement, tout simplement. Et tous les autres ne compte pas, ça s'appelle du racisme, et ça, moi, je ne l'entends pas, je ne peux pas prendre ça comme étant une explication rationnelle. Allez, c'est parti pour le zapping. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. C'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge, parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable, votre attitude, sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. J'adore ce jingle, vraiment, je le kiffe. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous faire écouter et commenter par la suite dans ce zapping? C'est évidemment, on y est tous confrontés, la montée des prix, c'est absolument incroyable. Écoutez. C'est la mauvaise nouvelle, ça continue de grimper très fort du côté des produits alimentaires avec des prix qui s'envolent littéralement, comme pour la farine, 45% de plus en un an, c'est du jamais vu. Un léger ralentissement sur le mois de décembre. Les chiffres de l'inflation viennent de tomber, 5,9% sur un an, soit 0,3 points de moins que pour le mois de novembre. Les deux raisons pour lesquelles le prix du blé a augmenté, et bien sûr le conflit russo-ukrainien, parce que ce sont deux pays qui produisent beaucoup de blé, et également parce que le marché du blé aujourd'hui est mondialisé, il est basé à Chicago, donc peu importe le prix du blé que l'agriculteur veut vendre, tout est négocié aux États-Unis à Chicago. Mais attention à ne pas se réjouir trop vite, puisque cette baisse pourrait n'être que provisoire. Dans le courant de l'année 2023, je maintiens ma prévision, nous devrions avoir une inflation qui commence à ralentir. L'inflation, la montée des prix, vous avez tous été faire vos courses autour de cette table, on la constate, elle est flagrante. Non, moi j'ai des serviteurs. Oui, écoute, chacun son truc. Karima, sur l'augmentation des prix, là, ça devient compliqué quand même pour les familles aujourd'hui en France, de faire des courses, de pouvoir vivre, de pouvoir sortir, de pouvoir... C'est pas compliqué, c'est critique. Oui. Il y en a qui choisissent entre payer leur loyer ou nourrir leur famille. On en est là. Et à côté de ça, on nous pond des lois où on va pouvoir expulser des gens de leur appartement sous 48 heures sans passer devant le juge sous prétexte qu'ils auraient 2 mois de retard de loyer. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Et, je connaissais le serpent, moi, pas le chat. Voilà, c'est le chat qui se mord la queue. Et du coup, voilà, c'est juste immonde. Maintenant, comment s'en sortir, comment pallier à tout ça? Moi, je pense qu'il y a un fossé qui va se creuser et on va avoir donc ceux qui vont tenir le coup. Il n'y aura plus de revenus modestes, on aura les riches et les pauvres. Oui, la classe moyenne est amenée à disparaître. Bah pour moi, oui. Elle disparaît progressivement, petit à petit. Exactement. Justement, puisqu'on parle d'inflation, messieurs, dames, écoutez ce qu'on a dit, monsieur le président de la République, Emmanuel Macron. Alors, face à cette situation, à cette défense, cette fierté, il y a le contexte actuel. Et on a eu une grande victoire avec la baguette, mais cette grande victoire, nous la célébrons au milieu de grandes difficultés. Et donc, je vais les aborder de manière directe devant vous, comme je fais toujours.
Cette grande difficulté, c'est celle de la montée des prix en général. Vous l'avez dit, nous sortions de la crise Covid. Et il y a d'abord eu une montée des prix qui était liée à une reprise un peu désorganisée de la planète tout entière. On l'a tous vécu. Beaucoup de prix de matières premières ont monté dès l'automne 2021. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a commencé dès ce moment-là certains boucliers et autres. La guerre est venue aggraver ça avec évidemment la crise de l'énergie qu'elle a provoquée. Et donc nous avons aujourd'hui, et notre pays est en train de s'installer, notre continent et une bonne partie du monde dans une situation d'inflation. On n'avait pas connu à ce niveau depuis bien longtemps. On n'est sans doute pas encore au pic de cette inflation et le premier semestre va encore nous mettre sous pression. Alors il y a eu beaucoup de réponses qui ont été apportées durant l'année 2022. Et on va continuer durant l'année qui vient. Mais il est clair que nous verrons des prix qui montent. Et je vais être ici très clair. Pourquoi? Parce que les agriculteurs, les artisans doivent aussi passer les prix qu'ils subissent sur leurs propres intrants. Sinon, ils déposeront le bilan. Et donc, il faudra aider aussi nos compatriotes à assumer cette période et puis retrouver une forme d'équilibre. Donc, tout ne va pas se passer dans les prochains mois comme s'il n'y avait rien, parce que nous avons cette situation mondiale, nous avons cette guerre qui a déréglé les choses, mais il faut que ces hausses soient raisonnables, qu'elles puissent être absorbées par chacun et qu'elles ne viennent pas à conduire, en quelque sorte, à mettre à terre des commerces, des structures, qu'elles soient artisanales ou plus industrielles. C'est quand même au gouvernement et à ce président d'essayer de trouver des solutions, Amine, non? Déjà, c'est à eux de trouver des solutions, mais déjà, pour commencer, il ferait mieux d'adapter le discours, parce que ce discours technocratique complètement confus, auquel personne ne comprend rien du tout, c'est insupportable. D'abord, c'est quoi l'inflation? On parle, on dit l'inflation. Tu l'as expliqué dans un de tes TikTok. Je l'ai expliqué déjà dans un TikTok, exactement, mais l'inflation, avant d'être l'augmentation des prix, c'est ce que je disais, c'est d'abord la dépréciation de la monnaie. C'est-à-dire que vous imprimez beaucoup de monnaie sans produire les richesses en face. Qu'est-ce qui se passe? Votre monnaie, elle vaut moins. Ouais. Et donc, mécaniquement, vous êtes moins riche. Donc, à toutes celles et ceux qui épargnent beaucoup, je vous invite à faire des investissements parce que dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, ce que vous possédiez aujourd'hui vaudra moins, en tout cas, dans votre compte en banque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il est vrai qu'on a mis en place un certain nombre de boucliers, entre guillemets, il y a le bouclier tarifaire et tout un tas d'aides, de saupoudrage, c'est ce que je disais la dernière fois, que l'on a mis en œuvre. Il y a eu la ristourne sur le carburant, etc., etc. Et il y a un certain nombre d'aides qui ont été captées, notamment par la grande distribution, etc., par des secteurs qui n'étaient au départ pas touchés par l'inflation. Ouais. Et qui ont... parce que, attention, l'inflation, c'est quoi? C'est ce que je disais, c'est l'augmentation générale et auto-entretenue des prix. C'est quand les prix sont liés entre eux. Donc, il y a un prix qui augmente, et donc, c'est ce qui se passe pour les boulangers, par exemple. Le prix de l'électricité augmente, ils utilisent beaucoup d'électricité, la baguette coûte plus cher, ils peuvent plus la vendre, etc., etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Quand vous avez un prix qui est totalement isolé des conditions de l'inflation ou même du conflit ukrainien, ça n'a pas de sens. Quand votre garagiste décide de vous faire payer plus cher votre vidange, il profite juste de la situation pour... Après, lui-même est impacté par l'inflation parce que dans sa vie courante, il paye plus cher les choses. Mais il y a un certain nombre de prix qui ont augmenté de manière artificielle et qui ont été captés par les fameux super profits. Super profits, voilà. Effectivement. Alors, donc, il faut qu'on arrête le saupoudrage et qu'on engage des vraies réformes, l'augmentation des salaires, l'augmentation des retraites, Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct. Il y en a un qui doit nous abandonner là. Oui, la chair. C'est pas normal ça. Non, c'est pas normal. Bon, c'est pour je précise, c'est pour le prêter à mon ami Abdil Farquan, à qui j'embrasse d'ailleurs. Pourquoi il y a des gens qui mangent à terre à te dire? Bah oui, il a raison. Attends, à tout à l'heure. Tu passeras le bonjour à Adil? Bien sûr. Tu lui feras un gros bisou de ma part et bonne année de ma part. Volontiers. Je vous dis merci beaucoup et au revoir à tous les auditeurs. Salut Mohamed. Et à la semaine prochaine. Salut Inch'Allah. Bon. Alors, l'inflation, mon cher Sofiane Garbaoui, Emmanuel Macron, tu l'as écouté, notre président. Après, il nous a dit voilà, il va falloir se préparer. Après, l'intelligence de la prise de parole de Amine, c'est très compliqué de venir derrière. Il faut que je parte pour me jeter. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais plus sérieusement, l'inflation a beau dos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on parle d'une inflation à un chiffre. Hein. Ouais, d'accord. Pour l'instant. Oui. Alors, même quand elle était à 2 chiffres, les gens vivaient parce qu'il n'y avait pas la spéculation. Aujourd'hui, il y a une spéculation sur l'inflation. Ouais.
Donc c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, et Amine l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas impactés directement par l'augmentation du prix. Par exemple, si tu prends le prix de la farine, pourquoi ou le beurre, la farine, enfin les entrants dans la baguette. Pourquoi aujourd'hui, c'est quand même scandaleux? Parce que tous ces produits-là ne sont pas importés, ils sont produits localement. La seule explication, le prix de l'énergie a augmenté. Mais quand tu prends le prix de l'énergie, tu le distribues sur la totalité de la production, il devient infinitésimal. Donc, il n'est pas aussi important que ça. Aujourd'hui, par exemple, les boulangers demandent d'augmenter de 5 centimes la baguette. 5 centimes. Alors, pour nous, ça ne paraît pas beaucoup. Pour certaines familles, quand elles prennent 10 baguettes, c'est plus 5 centimes. C'est 50 centimes. Bah oui, or, très bon en maths, pour avoir travaillé quand même un peu dans le social, je peux te dire que pour certaines familles, 50 centimes, c'est ça qui leur permet de boucler la fin de mois. Je vous promets. J'ai vu des gens calculer au supermarché. On leur donne alors, en France, on est très fort. On leur donne des cours de gestion de budget. Ces gens-là, ils ont passé leur vie à gérer des petits budgets. Ils ont fait vivre des familles avec. Ils ont fait envoyer leurs enfants à l'école avec. Donc, c'est à eux de donner de leçons comment vivre avec rien. Et aujourd'hui, ces gens-là qui n'ont déjà rien, on leur dit attention, le peu que vous avez, attention, vous risquez de le perdre. Donc, on crée aussi un sentiment d'incertitude, un sentiment de précarité, un sentiment de peur, et ça permet de maîtriser les populations. Smaïn, sur l'inflation et sur ce que vient de dire, et on vient d'écouter le président de la République, Emmanuel Macron. Tout à fait. Pour Macron, c'est un discours à portée psychologique, parce qu'a priori, il prépare un peu l'opinion à rentrer dans une phase critique par rapport à l'inflation. Donc, c'est quand même, quelque part, un discours défaitiste. Mais pour revenir un peu au prix on va dire qu'il a encadré en créant ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Il ne faut pas oublier que la France, du temps de Sarkozy, pas Sarkozy, je dis n'importe quoi, de Macron, donc il s'est endetté de pratiquement 2000 milliards pour faire face justement à cette inflation qu'on dit maîtrisée. C'est faux. C'est pas vrai. Cette inflation n'est pas maîtrisée. Cette inflation, elle est subventionnée. Quand on voit que la France s'endette pratiquement de 2000 milliards, c'est pas pour des clopinettes, c'est justement pour encadrer cette politique aventurière de la France qui s'est engagée dans des sanctions, on va dire, stupides. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, qui est-ce qui paie les pots cassés de cette politique? C'est la classe inférieure de la société française. Tout à l'heure, ma collègue Karima avait dit que la classe moyenne était en train de disparaître. Et il est vrai que si ça continue sur ce rythme-là, on risque justement de connaître un très grand fossé entre les deux classes, à savoir les pauvres et les riches. Voilà. Effectivement. Voilà. Oui. Alors, dans un instant, le quiz. Et on écoutera les coups de gueule et coups de cœur de Karima Khatib, de Sofiane Garbaoui et de Smaïn Teffour. On n'aura pas celui d'Amine puisqu'il s'est barré. Voilà. Un petit peu avant tout le monde ce soir. Restez avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF, évidemment, jusqu'à 18h. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Avec nous en direct, alors plusieurs petites choses à vous dire. D'abord que vous pouvez retrouver l'émission du LGF en vidéo pour voir la tête de nos débatteurs. C'est pas toujours brillant, mais bon, ça peut servir. Sur YouTube, France Maghreb 2, évidemment. Et puis, pour vous dire aussi que demain, nous serons en compagnie de Enver Dos Santos, de Sabrina Gassim et de Tarek Mami, ainsi que du syndicaliste Jimmy Dalidou, demain pour dernière. Moi, on m'a exclu. Toi, on t'a exclu, on t'a mis aujourd'hui, toi, Sofiane. Voilà. Oui, ça va. Bon. Soit pas dérangé, quand même. Non, il n'est pas dérangé, t'inquiète pas, il s'adapte très vite. Et puis, maintenant, on va passer au quiz. Le quiz. On va voir si Smaïn est aussi brillant qu'au début. Hein. T'inquiète pas, il a fumé une chicha hier soir, donc ça passe très bien. Première question. Après son retour en club, quel joueur a eu le droit à une hola par ses coéquipiers? Messi, au Paris Saint-Germain, effectivement. Alors, la petite polémique du moment, vous avez vu, c'est Hakimi et Mbappé qui sont partis en vacances après la reprise. Ça fait polémique. Voilà, bon. Quel pays, par la voix de son président, a annoncé à l'Ukraine qu'elle lui livrerait des chars de combat légers? La France. Oui, absolument. Monsieur Macron. Monsieur Macron. Comment, Karima? C'est effrayant. Non, surtout qu'on les a pas. Ah bon? Oui, d'ailleurs, un général d'armée disait on est en train de nous désarmer. Oui, on les a pas. C'est sur le stock de l'armée française. Des militants écologistes du collectif Dernière Rénovation
ont aspergé de peinture orange, pardon. Quel bâtiment? Le ministère. Non. Si, c'est un ministère. Non, c'est pas. Oui, c'est un ministère. Enfin, c'est. un ministère qui se trouve rue. Non, c'est pas un ministère. C'est là où. Voilà, c'est ça. C'est Matignon. Oui, c'est voilà, Matignon. Ouais. Le portail des murs. C'est une annexe. C'est quand même incroyable, quand même. Mais c'est une annexe, attention, c'est une annexe qui se trouve dans une rue qui est moins protégée que celle de Matignon qui se trouve rue de Matignon. C'est quand même incroyable, quand même, qu'ils puissent le faire. Hein. Bon. Ah, on est dans un pays où la liberté d'expression existe quand même. Bon. Quel membre du gouvernement a indiqué que le risque de coupure d'électricité cet hiver semble écarté? Véran. Bonne réponse. Porte-parole. Et le porte-parole du gouvernement, effectivement. Et puis enfin, dernière question, qu'est-ce qui a été volé chez McDo depuis le 1er janvier? Ah, les gobelets. Les gobelets. C'est la vaisselle réutilisable. Voilà, les gobelets réutilisables. Le verre, les trucs de frites et tout ça. C'est vraiment moche. Non, mais c'est vraiment moche. C'est moche. En tout cas, c'est volé en masse. C'est un petit peu. C'est vintage. Qui a volé? Tu sais que j'ai risqué justement d'être taxé de voleur. Pourquoi? Parce que les gobelets m'ont tellement plu. Ouais. Après, j'ai dit à ma femme, je vais les prendre. Et à un moment donné, heureusement que j'ai eu la présence d'esprit. Et j'ai appelé le gars de McDo. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut les prendre? Il me dit non, c'est interdit. Ah, je lui ai dit, heureusement que je ne l'ai pas fait. Oh, c'est interdit. Ouais, bon. Quel il m'a dit ça, j'ai remis dans le réceptacle et puis voilà. Non, mais c'est à cause de la guerre en Ukraine. Alors, c'est clair. On va terminer par les coups de gueule et les coups de cœur. Je vais faire exprès de laisser passer Sabrina en dernier parce que voilà, faut qu'elle voit un petit peu comment ça se passe. Karima, pardon. Pardon, Karima. Tiens, Smaïn, est-ce que c'est un coup de gueule ou un coup de cœur? Ah ben écoute, là tu me prends vraiment au dépourvu. Non, je te prends pas au dépourvu, ça fait déjà depuis 2 heures, voire plus. Ouais, mais j'ai pas trop d'idées. Bah, peut-être un coup de colère, peut-être. Eh ben, c'est comme tu veux. En tout cas, moi je te laisse 1 minute pour le faire. Oui, très bien, le coup de colère. On va déclencher le chrono. Très bien. Tout de suite. Et c'est à toi de jouer. Tu me dis quand c'est bon. Donc c'est un coup de gueule. Ok, c'est un coup de gueule, exactement. Voilà, justement, je voudrais crier ma colère et surtout lancer un signal d'alerte aux autorités françaises, notamment judiciaires, que de mettre un holà au discours violent et haineux de personnes survoltées par la passion et la détestation des musulmans. Et je voudrais aussi interpeller nos compatriotes donc de confession musulmane qu'ils fassent un peu du leur, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience d'idonzer, parce que si on laisse faire, on risque de connaître ce qu'on appelle la nuit de cristal, en 1938, qui a été donc orchestrée contre les Juifs à l'époque, et on connaît après la suite. Donc les musulmans risquent de connaître ce sort, malheureusement, et j'invite et j'appelle tous les musulmans à se battre avec les idées et surtout à ne pas se laisser faire, et puis à ne pas hésiter à aller devant les tribunaux pour attaquer ce genre de discours et dissuader les gens, même s'ils parlent au nom de la liberté d'expression. La liberté d'expression s'arrête comme celle des autres. Merci, Smaïn. Je t'en prie. 1 minute, c'est 1 minute, pas une de plus. Pas de problème. Sofiane, coup de gueule ou coup de cœur? Alors, je peux avoir les deux? Non. Non, parce que j'avais un coup de cœur et un coup de gueule. Non, tu choisis. Mais rapide, hein. Coup de gueule ou coup de cœur? 30 secondes. Bon, bah écoute, débrouille-toi, vas-y, je lance le chrono. Alors, à toi de jouer. Le coup de cœur, c'est l'organisation de la CHAN, parce qu'il faut l'appeler comme ça, en Algérie. Donc la Coupe d'Afrique des Nations pour les locaux. Voilà, donc parce que l'Algérie s'est préparée, de beaux stades, un bel engouement populaire, donc voilà, ça c'est mon coup de cœur. Donc, maintenant, coup de gueule, contre un peu le discours, je dirais, misérabiliste qui est en train de mettre la France à feu et à sang, en faisant croire aux Français que la France est en décadence, que c'est un pays mort, etc. La France reste quand même une 5e ou 6e puissance mondiale, ce n'est pas rien, et les richesses produites en France suffisent à faire vivre tous les Français à un niveau très correct. Voilà. Ah bah dis donc, il nous a fait coup de gueule et coup de cœur en même pas 1 minute, c'est formidable, bravo Sofiane. C'est un record. Karima, est-ce que c'est un coup de gueule ou un coup de cœur, ce premier? C'est un coup de gueule avec un coup de cœur à Ah l'intérieur. bah décidément, eh ben on y va, c'est parti, je déclenche le chrono. C'est parti, ça va être rapide. Mon coup de gueule concerne Salah Hamouri, que vous avez reçu cette semaine. Oui. Je comprends pas cette indifférence générale qui a accompagné son expulsion, injuste de la terre où il est né. Mon coup de cœur est de voir sa détermination à ne pas baisser les bras. Je suis admirative de son abnégation. Un bel exemple de ce que ça signifie, ne pas lâcher l'affaire.
bravo, je dis bravo. En tout cas pour Salah Hamouri, effectivement, qu'on a reçu mardi dernier sur France Maghreb 2. Avec son épouse d'ailleurs. Son épouse. Qui a fait un travail extraordinaire. Qui toujours le combat. Qui le porte, même quand il n'était pas là. Qui est élue de Nanterre. Elsa Lefort. Ah bon? Ah oui, elle est chez nous. Ah bon? Elle n'est pas élue, Elsa, que je te raconte. Elle est chez nous, monsieur. Oui, mais elle n'est pas élue. Monsieur, elle est chez nous. Oui, mais elle n'est pas élue. D'accord, donc je vous permets pas. Oui, mais elle n'est pas élue. Voilà. Elle est élue dans contrairement à son papa, Jean-Claude Lefort. Elle est élue dans nos cœurs, monsieur. Bon, très bien. Non, mais ça me va, très bien. Bon, et bien voilà, on en a terminé. Karima, comment ça a été? Bon, c'était top. C'est vrai? Bon, il y a une équipe super sympa, des super bons sujets, des interventions plutôt bien musclées. Pas assez à mon goût. Pas assez. Sur quel plan? Je vais t'en présenter des chroniqueurs, tu vas voir. Tu vas vite changer d'avis. J'aurais aimé avoir un peu d'opposition. Ouais. Parce que globalement, j'ai appris beaucoup de choses parce que on a quand même des encyclopédies. Mais c'est vrai, on a pas mal. On lit beaucoup. Voilà. Enfin, du moins, je lis. On a du détail. Aussi, hein. Là, je ne fais pas la qualité, Smaïn. Non, il y a vraiment un travail de fond. Je suis d'accord, mais on a plus ou moins, moi, et j'évite de parler de moi, de Sofiane, on a quand même. Non, pas pour toi, pour là. Oui, d'accord. On a quand même une expérience dans le domaine qui fait que ça nous donne plus ou moins un petit avantage. On a une certaine pratique. Ne laisse pas se la raconter parce qu'on finit par y croire. Non, mais c'est vrai, c'est super enrichissant à ce niveau-là. Ça nous encourage, en tout cas. Voilà, mais d'avoir quelqu'un en opposition. T'aimes bien. C'est encore. Je vais t'en faire. La prochaine fois, alors. Sofiane et Ismaïl, est-ce qu'on valide notre Karima pour la faire rentrer dans la grande famille? Oui. Elle parle bien. Juste pour une petite, pour lui répondre rapidement, c'est qu'on partage énormément de choses ensemble. Sur le fond, on est d'accord. Sur la forme, on peut être en désaccord. Mais sur le fond, on est d'accord. Donc c'est très difficile d'être opposé quand sur le fond on est d'accord, sauf être malhonnête. Karima, ici à France Maghreb, le constat que j'ai fait, c'est que c'est une autre version de l'information. C'est vrai. Donc c'est ça qui fait un peu. On peut parler de tous les sujets, mais avec une autre lecture, un autre absolument. Personnellement, c'est ma première radio. D'accord. Je ne peux pas. Mais tu t'es bien débrouillé, dis donc. Je suis plutôt à l'aise parce que je suis beaucoup sur le terrain. Ah oui, t'es habitué. Donc. Voilà, j'ai fait une télé chez RT France. D'ailleurs, j'y retourne lundi. Mais et c'est pareil, c'est une télé assez libre où on peut parler de tout et sans tabou. On n'est pas du tout censuré. Mais ça a été une super belle expérience pour moi. Et je suis ravie de vous avoir rencontré. Eh bien, bienvenue dans la grande famille du LGF, ma chère Karima. Voilà. Christophe, oui. Juste un petit salut à la nouvelle ambassadrice d'Azerbaïdjan à Paris, que j'ai eu le plaisir de rencontrer et qui vraiment, je pense qu'il faudrait essayer de faire une petite interview avec elle, enfin la faire intervenir à un moment parce qu'elle a des idées très intéressantes et je pense que c'est quelqu'un qui pourrait travailler pour remettre un peu les relations franco-azerbaïdjanaises au niveau où elles doivent être. Très bien. Au-delà de la politique politicienne. Formidable. Merci beaucoup à tous les trois. Merci mon Smaïn. Je t'en prie. À très vite. Merci mon Sofiane. Je t'embrasse. Merci Christophe. Merci Karima et Karima Katim. Donc vous la suivez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur Twitter. TikTok. Ah non, TikTok. TikTok. Et vous pouvez suivre d'ailleurs le LGF sur TikTok, le Grand Forum, sur Twitter, le Grand Forum FM2. Sur Facebook, Christophe Le Grand Forum. Instagram, Le Grand Forum FM2. On est de retour demain, disais-je, avec Sabrina Gassim, avec Enver de Santos, avec Tarek Mami et avec Jimmy Dalidou. Passez tous et toutes une excellente soirée à l'écoute de votre radio France Maghreb 2 dans un instant. Et juste après les infos, c'est Medjahed que vous allez retrouver sur France Maghreb 2. C'était l'émission Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Avec Christophe